Donc oui, c'est l'heure du React. React, on n'a pas pu faire hier, mais qu'on va faire aujourd'hui sur la fabrique des sans-papiers et sur les OQTF, comment l'État français crée le problème des migrants. Tout simplement, tout le traitement médiatique qu'il y a autour, j'imagine, je ne sais pas parce que j'ai pas vu la vidéo, mais en tout cas c'est une vidéo de mon collègue et camarade et ami Guillaume Fleurance. On représente tous les deux pour le 7-8 d'ailleurs, c'est aussi ça qui fait qu'on est potes. Moi j'adore ce qu'il fait, Guillaume Fleurance, c'est pas le plus connu des youtubeurs, mais il fait vraiment un travail d'une grande qualité, d'une grande rigueur intellectuelle, très très travaillé, donc je vous mets le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse, et pour les autres, et notamment ceux qui regardent la VOD YouTube, hop là, n'hésitez pas dès maintenant à aller vous abonner à la chaîne de Guillaume Fleurance, dans la description je mettrai un lien de la vidéo, envoyez de la force, c'est vraiment du super boulot qu'il fait, c'est assez gros cerveau. C'est pas très divertissement, mais c'est du bon travail. Et donc, on va regarder ça, on va y react tranquillement. Je pense que ça va être... À leur insu. Oula, je pense que ça va être très bien. Voilà, voilà. On y va, c'est parti. Et très souvent à travers des mots stigmatisants, déshumanisants et éloignés. Attendez, je remets du début là, j'ai loupé l'intro. Ah, ça commence comme un, direct. C'est parti. Les migrants sans papier saturent le débat public de leur présence, toujours à leur insu et très souvent à travers des mots stigmatisants, déshumanisants et éloignés de la réalité. Ces discours s'accompagnent de décisions politiques concrètes qui aboutissent sur des lois et des dispositifs xénophobes, dont l'action ou les conséquences se font sentir de bout en bout du parcours des migrants, depuis le passage par les différents pays subventionnés par l'Union européenne pour déléguer le contrôle de ses frontières et empêcher les migrants de traverser, jusqu'à l'arrivée sur le territoire de destination, le cas échéant, et les persécutions administratives et policières. On était en train de rigoler juste avant, là je fais une pause et ça commence direct là-dessus, donc oui c'est un sujet qui est toujours un peu chaud, hein. Comme quand on avait regardé le off investigation sur les CRA, les centres de rétention administratifs, c'était un des lives les plus intenses qu'on avait fait sur cette chaîne parce que c'était un genre waouh, ils foutent des familles dans des espèces de prisons qui ne disent pas leur nom. Là, on parle de trucs où c'est vraiment enlever l'humanité à des êtres humains, quoi. C'est ça qui se passe quand on parle des politiques de répression des migrants et des sans-papiers, là. C'est vraiment, là, ça fait un peu flipper, quoi. Et surtout, le projet d'extrême droite, le projet fasciste qui est en France et qui monte inlassablement. Évidemment que les premiers concernés et les premiers qui subissent cette répression-là, qui arrive et qui est déjà en train de s'installer, même si l'extrême droite n'est pas officiellement au pouvoir, c'est les sans-papiers, c'est les migrants, surtout ceux venus d'Afrique et d'Afrique du Nord qui traversent la Méditerranée, etc., etc. Donc c'est des sujets qui sont pas évidents, hein. Quand on est un gauchiste, logiquement, tu regardes ça, t'es en mode genre, waouh, voilà, on est au cœur de ce qui cloche dans ce bas monde, quoi. Voilà. Les discours de rejet envers les migrants existent depuis plusieurs décennies. Par exemple, autour de l'idée que la France ne serait pas capable d'accueillir, je cite, toute la misère du monde, et nous pourrions analyser ici la façon dont ils imprègnent les discours austéritaires, avec le retour systématique de propositions à vocation essentiellement symbolique et affective, telles que la suppression de l'aide médicale d'État destinée aux étrangers sans papier. Donc la suppression de l'AME, en gros, ça coûterait plus d'un point de vue budgétaire, ça coûterait plus à la France que ça ne lui rapporterait de l'argent. Parce que t'es là en mode genre, t'économises, je sais pas, 600 millions d'euros sur l'aide médicale d'État, ok, mais du coup, tous les gens qui sont sur le territoire français, même s'ils n'ont pas la nationalité française, ils tomberaient plus malades. Et ils pourraient être contagieux d'ailleurs, par ailleurs. Donc au final, si tous les gens qu'on doit soigner parce qu'ils sont tombés malades à cause de la suppression de l'aide médicale d'État, ça coûterait plus cher à la sécurité sociale que directement maintenir l'aide médicale d'État, quoi. C'est complètement con. L'AME, non seulement c'est purement symbolique, c'est en mode genre, regardez, on peut gratter 600 millions d'euros d'économies sur le dos des personnes qui n'ont pas la nationalité française en les laissant crever dans la rue. Donc c'est horrible déjà, premièrement. Et en plus, d'un point de vue purement budgétaire et, et comptable, c'est complètement con. Donc c'est vraiment, parfois, on peut faire des trucs qui sont même contre-productifs, juste pour faire une mesure symbolique qui s'en prend toujours à la figure du migrant et du sans-papier, quoi, qui est le bouc émissaire par excellence, quoi. Le bouc émissaire par excellence, c'est déjà depuis un petit moment le discours anti-immigration, notamment, qui est devenu le fonds de commerce très très vite du Front National, au tournant des années 70, de la part de Jean-Marie Le Pen, qui a senti le filon très très vite. C'est horrible, hein. C'est horrible comment ils sont dressés en bouc émissaire et comme quoi quand tu regardes à quel point parfois sont pointés du doigt les sans-papiers et les migrants comme étant la cause de notre déficit en France, c'est des immenses conneries et ils deviennent des variables d'ajustement juste pour avoir un espèce de discours un peu libéral, raciste, alors que c'est des êtres humains qui tentent de survivre en ce bas monde, quoi. Quand tu réfléchis un peu à tout ça, c'est inhumain, quoi. Il y a quelque chose de profondément inhumain dans l'attitude de la droite vis-à-vis de tous ces sujets-là. Ou encore la restriction de l'accès à tout un tas d'allocations de survie pour les étrangers en situation régulière. Nous pourrions aussi analyser la façon dont les discours racistes sur les sans-papiers se sont étendus à une grande partie du champ politique autour de la figure fantasmée de l'OQTF ou du migrant délinquant ou criminel. Je pourrais écrire toute une vidéo pour démonter point par point les fantasmes et préjugés autour des migrants avec ou sans papier,
en démontrant non seulement à quel point les propositions visant à contraindre ou exclure sont contre-productives et reposent sur des constats faux ou tronqués, mais aussi et surtout comment la discussion elle-même repose sur des présupposés parfaitement arbitraires. Ce travail, je l'ai déjà en partie effectué dans une autre... Voilà, le teasing, il l'a déjà fait. Qui sont les délinquants? Alors, il y avait une vidéo aussi qu'on avait regardée de Argent Magique qui est très très bien pour ça, sur l'aspect vraiment économique. Pourquoi tous ceux qui ont des discours anti-immigration pour des raisons économiques, sous-entendu, l'immigration coûte beaucoup trop cher à la France, il faut stopper l'immigration pour assainir nos finances publiques. Tous ceux qui ont ce discours-là, en fait, c'est un discours de con, quoi. Et je sais que Argent Magique avait fait une vidéo qui parle justement de ces sujets-là, avec l'aspect économique. Il faut que je la retrouve, attendez. Argent Magique, immigré, je pense. Immigration, je pense qu'on va le retrouver direct. Yes, l'immigration, l'hypocrisie sans limite des partis d'extrême droite. On avait regardé en live, cette vidéo est vraiment super pour justement débunker un peu tous ces arguments qui prennent l'angle économique. Donc je vous le mets dans le chat. Il y a aussi cette première vidéo de Guillaume Florence que j'ai pas vue, qui parlait peut-être un petit peu de ça, mais pas par rapport à l'angle économique, mais plus par rapport à l'angle la délinquance. Est-ce qu'il y a une surreprésentation des migrants et des sans-papiers dans la délinquance en France? C'est plus compliqué que ça en a l'air, quoi. Voilà. Autre vidéo qui revient de façon détaillée sur les présupposés généralement inconscients qui président à la formation dans nos esprits de la figure du délinquant. Dans cette vidéo, je fais le choix de partir plutôt des réalités vécues, des conséquences concrètes des dispositifs anti-migrants, parce qu'elles permettent de comprendre comment l'État français participe à fabriquer à grande échelle, chaque année et chaque mois, des sans-papiers précarisés et marginalisés, alors même qu'ils aspirent à l'intégration de droits dans la société française. Un sans-papier ou étranger en situation irrégulière, c'est quelqu'un qui ne dispose ni de la nationalité française. C'est quoi cette musique? Quelqu'un là? C'est une musique de jeu vidéo, non? Ce violon, ça me dit quelque chose. Quelqu'un a la musique là? Elle est bien en tout cas. Je me souviens plus ce que c'est. C'est pas une OST de RPG, un truc à masse? Je sais plus. Donc oui, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un sans-papier? C'est vrai qu'il y a plein de noms pour ça. On peut dire sans-papier, migrant, machin. Et aux États-Unis, par exemple, ils disent Illegal Aliens. C'est la musique de la liste de Schindler? Ah ouais? Ok, d'accord. Professeur Letton? Non mais mettez-vous d'accord le chat. Oh, je vous écoute plus. Je sais que par exemple aux États-Unis, ils ont leur nouvel élément de langage et les Trumpistes ils disent Illegal Aliens, qui veut dire des étrangers illégaux. Étrangers illégal quoi. C'est en mode genre ah, c'est super déshumanisant quoi. Donc nous on parle parfois de sans-papier. Sans-papier c'est pas trop sans-papier c'est pas trop péjoratif quand on parle de sans-papier. C'est comme qu'on dit un sans-abri. Sans-abri, sans-papier, ça montre un peu que c'est des personnes qui n'ont juste qui ont pas ce truc-là. Sous-entendu, limite, on aimerait qu'ils en aient quoi. Un sans-abri, on aimerait qu'il ait un abri quoi. Un sans-papier, on aimerait qu'il ait ses papiers. Il y a un petit peu ce côté-là où du coup ces termes-là sont pas trop péjoratifs. Le vrai terme qu'ils utilisent tout le temps à mort, qui est super péjoratif de la part de la droite, c'est soit clandestin, qui est vraiment en mode c'est un clando celui-là. C'est sous-entendu, il a rien à faire en France quoi. Ou évidemment, on n'a pas pu le louper dernièrement, utiliser le terme OQTF, utiliser littéralement un statut administratif pour désigner des êtres humains, ce qui est extrêmement déshumanisant, quoi. Voilà. On parle surtout de migrants, mais migrants, ça veut rien dire en fait. Migrants, ça peut être des gens qui ont un droit de séjour en France, ça peut être des gens qui ont un statut de réfugié en France, ça peut être des gens qui font leurs études en France, qui partent bientôt. Migrants, c'est super large en vérité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y en a aussi qui parlent d'exilés à gauche au lieu de dire migrants, parce que migrants c'est un peu fourre-tout, c'est un peu galère. Quand on parle d'exilés, il y a ce sous-entendu, c'est des gens qui se sont obligés de se barrer de leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Dans tout ce qui est association justement d'aide aux migrants, on va dire, souvent ils utilisent les termes exilés, des assos comme Utopia 56, ce genre de choses, ils utilisent exilés. Réfugiés, c'est un peu différent, parce que réfugié ça correspond aussi à un statut administratif. Il y a des exilés qui n'ont pas le statut de réfugié et qui aimeraient bien l'avoir. Voilà, donc tous les exilés ne sont pas des réfugiés, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, mais du côté de la droite, ils s'en battent les couilles, tout ça, c'est des clandestins sous OQTF dangereux, quoi. C'est chaud. Moi, le terme sans-papier, je trouve qu'il est pas trop mal. Parfois, j'utilise le terme sans-abri aussi pour parler des sans-abri, plutôt que de dire SDF, parce que SDF, pareil, c'est un terme administratif. Dire c'est un SDF, c'est un peu en mode, il y a ce côté officiel, un petit peu déshumanisant. Dire un sans-abri, t'es en mode genre, c'est des personnes qui vivent à la rue parce qu'ils n'ont pas d'endroit où les pioncer, quoi. Voilà. Bref. Quand t'es blanc, c'est expatrié souvent qu'on dit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors après, ça dépend. Les réfugiés ukrainiens, d'ailleurs, c'est réfugiés le terme qui est venu. Par rapport à la guerre en Ukraine, etc., il y avait beaucoup de migrants ukrainiens, du coup, qui sont venus pour fuir la guerre en France. Il y en a eu pas mal, une grosse arrivée. Ils étaient blancs. Bon, on voit bien que c'était du 2 poids 2 mesures par rapport aux migrants qui viennent d'Afrique, qui traversent la Méditerranée. Tu prends un Soudanais qui a fait genre des milliers de kilomètres à pied, qui a dû payer des passeurs au risque de sa vie, qui a vu des potalus noyés dans la mer à la recherche d'une vie meilleure. C'est clandestin. Et quand c'est un Ukrainien, alors là, pour le coup, ça pose pas de soucis, quoi. C'est quel enfer. Quel enfer. Bref, force à tous mes Ukrainiens réfugiés, évidemment, hein, nous on fait pas du 2 poids 2 mesures, contrairement à eux. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça se voit. Hein. C'est pas le même truc. Quoi.
Sauf que tu peux être SDF sans être à la rue. Oui, voilà, c'est ça. Et SDF, il y a ce côté un peu comme OQTF. C'est trop officiel, c'est trop administratif. Je trouve qu'il y a un côté assez déshumanisant. Du coup, voilà, moi dire sans papier ou sans abri, je trouve ça bien. D'ailleurs, souvent, il y a des collectifs il y a des collectifs de sans-papiers qui sont en mode des collectifs militants de sans-papiers qui se revendiquent comme des sans-papiers aussi, quoi. Voilà. Bref. Française, ni d'un titre de séjour qui lui permet de vivre légalement en France pour une durée définie, même s'il n'est pas français. Nous nous concentrerons ici sur les démarches autour du titre de séjour, puisqu'il est de toute façon le préalable nécessaire à toute demande d'obtention de la nationalité française. Mais avant d'y venir, nous pouvons quand même dire un mot de la naturalisation. En 2025, l'obtention de la nationalité française quand on est étranger est particulièrement difficile lorsqu'on n'est pas né en France. D'abord, à moins de répondre à certains critères particuliers, il faut avoir résidé au moins 5 ans en France avant la demande de naturalisation et ne jamais avoir été condamné à plus de 6 mois de prison avec sursis, peu importe que la peine ait été purgée. Ensuite, il faut passer un entretien d'assimilation auprès de la préfecture, au cours duquel le candidat à la naturalisation, à la réintégration de la nationalité française ou à la déclaration de nationalité après un mariage avec un ou une conjointe française, doit prouver qu'il maîtrise la langue française à un niveau B1 et répondre à tout un tas de questions diverses. Alors B1, c'est quoi? C'est capacité de s'exprimer dans une situation authentique, description d'une expérience ou d'un événement. Ok, donc ça c'est pour l'aspect langage, savoir parler français, etc., etc. Et là on voit la tradition assimilationniste de la France, quoi, par opposition à des traditions parfois plus multiculturelles dans d'autres pays, comme notamment les pays anglo-saxons. C'est que vraiment, tu veux devenir français, bah deviens français. Mais deviens français culturellement, quoi. Il faut qu'il y ait une sorte d'homogénéité de la part de ceux qu'on appelle français, quoi, avec les mêmes marqueurs culturels, la même façon de parler, etc., etc. Donc ça, c'est le modèle assimilationniste, c'est comme ça qu'on dit, qui est le modèle traditionnel en France et qui est lié au centralisme français, etc., etc. De la même manière qu'à un moment donné, toutes les langues locales et les cultures locales ont été gommées par une forme de centralisme français. Certains disent que c'est le centralisme jacobin, hérité du club des jacobins à la Révolution. D'autres disent qu'en fait, c'est plutôt le centralisme napoléonien, c'est plus juste. Que voilà, cette espèce de pouvoir central fort, tout ça, c'est plus un héritage de Napoléon en réalité que du club des Jacobins. Pas comme Thielman dans sa dernière vidéo sur Napoléon et son neveu Louis-Napoléon Bonaparte parle justement de ça, cette histoire de centralisme et tout. Bref, tout ça pour dire que là, on voit le modèle assimilationniste derrière, où il y a la question de la langue et aussi la question de la culture, quoi. Il me semble que ces tests-là, justement, ils ont augmenté la difficulté il y a pas longtemps. Et c'est vraiment des trucs, c'est des questions. Il y a énormément de Français, genre Français de souche, entre guillemets, qui seraient bien incapables de répondre à ces questions-là de culture française, où c'est des trucs très précis parfois sur l'histoire et tout, quoi. Voilà, ils font exprès d'augmenter la difficulté. C'est un peu compliqué, quoi. Sur la culture, l'histoire, les valeurs, les institutions ou encore l'économie française. Attends, oui, lis mon message d'avant, je dis ça, Pépita. Message. J'ai une pote qui faisait des formations pour les demandeurs de titres. Ça s'appelait formation républicaine. Ah ouais, oui voilà, c'est ça. C'est en mode la République, assimilationniste, etc., etc. Alors que là, on parle juste de personnes qui travaillent en France très souvent, et même qui ne travaillent pas, qui contribuent à l'économie française et à l'activité économique française, et donc même du coup à la sécurité sociale, etc., etc. Et on leur demande non, ça c'est pas suffisant en fait. Vous pouvez faire pleinement part de la communauté économique française, mais ça on s'en bat les couilles, il faut que vous nous donniez des gages d'être vraiment des Français et des bons républicains. Est-ce que vous seriez pas un peu des terroristes sur les bords? C'est un peu cette idée-là, il y a un truc qui est profondément humiliant en réalité là-dedans, quoi. Ouais. Je sais que j'avais un pote aussi qui bossait dans une... Enfin, c'est toujours un pote, hein, c'est un mec que j'ai connu via mon fameux pote de lutte ouvrière, qui est un peu plus âgé que moi, qui est très très cool, avec qui c'est un pote de manif, hein, historiquement, très très cool. Et lui, il était dans une asso, pareil, attends, c'était quoi Oui, c'est des formations pour des demandeurs d'asile. Et lui, il est juriste, donc lui, c'était plus sur le volet juridique pour aider des demandeurs d'asile à obtenir soit un statut de réfugié ou la nationalité française, etc., etc., en les préparant d'un point de vue juridique. Je me souviens plus comment ça s'appelait cet asso. Si, c'est le BAM F18, là, je sais plus comment ça s'appelait. Ça commence par B. Est-ce que quelqu'un là? Une asso qui commence par B sur Paris, d'aide juridique aux demandeurs d'asile. Est-ce que quelqu'un là? Ça commence par BAR, un truc comme ça. Ça ressemble au BAMF, mais c'est pas ça. Bouscapé, non, c'est pas Bouscapé. Ah, c'est quelqu'un là, je m'en souviens plus comment ça s'appelle. Beauvau, non, attendez. C'est le BAM peut-être. C'est pas le BAM F18, c'est le BAM tout court. Je crois que c'est un truc comme ça. Y a pas une asso d'aide juridique aux migrants qui s'appelle le BAM sur Paris? Il y en a plein. Je crois que c'est ça. Et on a rencontré sa copine là-bas. Voilà. Ouais. Ils se sont rencontrés. Ouais, ils se sont rencontrés parce qu'ils étaient tous les deux au BAM. Du coup, ça va appeler ça. Bon, bref.
Peu importe. En tout cas, voilà. Effectivement, il y a des trucs d'aide aux migrants parce que c'est très compliqué, quoi. Et je veux dire, quelqu'un qui est un exilé qui arrive en France, qui fait des demandes de statut de réfugié, etc., même s'il est légitime à l'avoir, ils sont obligés d'avoir des gens volontaires dans des associations pour avoir une aide juridique ou une aide pour préparer les trucs de concours d'assimilation, etc. Alors qu'ils sont logiquement en droit d'avoir leur statut de réfugié, quoi. Ça montre bien à quel point l'État français fait tout pour tenter d'avoir le moins de naturalisation, le moins de réfugiés possible en essayant de leur mettre des bâtons dans les roues, et que c'est par l'auto-organisation, entre guillemets, d'associations volontaires, et donc avec une portée militante aussi, qui font qu'ils peuvent réussir à y arriver contre l'État français qui essaye de leur mettre des bâtons dans les roues, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le BAM avec 2A. Exactement, c'est le BAM. Exactement, c'est cet assaut-là, quoi. Donc, SO, le BAM, bien sûr, qui fait du très bon travail pour ça. Mais je sais qu'une fois, j'avais déjà parlé une fois, on avait été boire un coup avec ce pote-là. C'était juste après, justement, qu'un des mecs qui l'aidait juridiquement avait enfin eu son statut de réfugié. Et il était trop content. Il était en mode genre, ah, là, c'est bon, il a le statut de réfugié. Ça faisait 1 mois qu'on bossait là-dessus, c'était pas sûr. Et vraiment, il stressait dessus. Et je sais qu'on avait été boire un coup. Il a grave parlé de ça. Il était vraiment soulagé, quoi. Soulagé que l'association ait réussi à l'aider suffisamment pour que le mec ait le statut de réfugié, quoi. Donc, c'est. Vraiment, les gens qui font ça, force à vous, hein. Les gens qui sont dans des assos comme ça, d'aide aux exilés, etc. Franchement, force à vous. Vous faites du. Enfin, on a besoin de ça, quoi. À partir du 1er janvier 2026, ces conditions nécessaires pour acquérir la nationalité ou même une carte de séjour de plusieurs années seront encore durcies. L'entretien d'assimilation sera désormais précédé par un examen civique pour vérifier les connaissances en matière d'histoire, de la culture et de la société française, et le niveau de langue requis sera rehaussé au niveau B2. Ah ouais. Seuls les candidats dont le profil est considéré comme recevable et prometteur par l'administration auront le droit d'accéder à l'entretien d'assimilation, un filtrage administratif qui ouvre la porte aux choix les plus arbitraires. Mais surtout que là, c'est la nationalité française sur des critères culturels. C'est pas ça l'universalisme républicain, normalement. Je dis ça au premier degré. Souvent, quand on dit universalisme républicain, j'ai l'impression que c'est Caroline Fourest qui parle, quoi, parce que ça a été tellement instrumentalisé par nos adversaires, etc., etc. Mais je veux dire, à la base, la République une et indivisible, où tous les citoyens français sont égaux face à la République en tant que citoyens, etc., etc. C'est pas sur des critères ethniques, culturels, religieux ou quoi que ce soit d'autre qu'on est censé être ou pas citoyen français, parce que c'est le principe de l'universalisme républicain. À partir du moment où tu deviens français ou tu participes à la France, et tu deviens un citoyen français à partir de là. Donc c'est pas censé être sur des critères culturels du tout, ou ethniques, encore pire. Et là, bon, c'est pas sur des critères ethniques, heureusement, parce que sinon ça serait extrêmement grave, même si c'est pas directement sur des critères ethniques, parce qu'en vérité, voilà, c'est des fonctionnaires, c'est à l'appréciation d'un fonctionnaire pour savoir si le test est réussi. Donc évidemment que si t'es blanc, probablement qu'ils seront un petit peu plus conciliants avec toi que si t'es noir. C'est sûr, mais c'est pas officiellement sur des critères ethniques. En tout cas, là, c'est sur des critères qui sont de l'ordre du culturel. Et ça, je trouve que c'est pas très républicain. En tout cas, c'est pas l'universalisme républicain tel que ce qui est censé être un des principes importants en République française, quoi. C'est littéralement la méritocratie républicaine. Ouais, voilà, mais sur des bases culturelles pour des personnes qui essayent d'avoir la nationalisation ou le statut de réfugié. Je trouve que c'est compliqué, quoi. Pas sûr d'être contre la politique d'assimilation, je vous avoue. C'est grave, on peut développer. Après, là, c'est un autre sujet et c'est pas le sujet du truc, quoi. Et moi, c'est pas un sujet que je connais très très bien, mais une politique d'assimilation, ça peut marcher à un certain moment, mais je veux dire, quand le monde se droitise, quand il y a des crises, cette politique d'assimilation finit toujours par virer à droite, et où à un moment, ça finit par mettre justement des critères culturels ou ethnoculturels, justement, dans un truc qui ne devrait pas l'être, quoi. Et justement, là, on voit. Il y a presque un côté où le modèle d'assimilation à la française, il y a un moment donné, bon, c'était pas un truc qui était si central, et je veux dire, enfin, en tout cas, qui était si préoccupant par rapport à d'autres modèles anglais et tout. Mais là, on voit ces dernières années, justement, que le modèle assimilationniste est un peu à bout de souffle et n'est pas à l'épreuve des enjeux d'aujourd'hui sur une forme de multiculturalisme qui existe en France. Et c'est très bien, c'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est hyper profondément ancré dans l'histoire coloniale et universaliste de la France. Ah ouais, ça c'est un sujet que tu connais bien, Pépita. On pourrait en reparler en live. Mais ça de fou, hein, parler justement modèle assimilationniste, la République, l'universalisme et tout. Tu vas donner des cours sur ça bientôt ? Bah, je serais ravi franchement de faire un live avec toi là-dessus, hein. Ça peut être vraiment cool. Faudra qu'on en reparle, n'hésite pas à m'envoyer un message. Intégration, oui. Assimilation, non. Ouais, voilà, moi c'est un peu mon point de vue. Mais je pourrais pas vous en parler très très longtemps du modèle, des limites du modèle assimilationniste et de comment historiquement il est. J'ai des connaissances assez limitées là-dessus. Mais voilà, en tout cas, voilà. Assimilation, c'est qu'une manière de camoufler un processus de sélection. Il y a les bons et les mauvais immigrés. Bah, il y a un côté un petit peu comme ça, quoi. Où il y a un côté, pour adhérer à la République française, tu dois être français, culturellement. Et moi, ça me déplaît fortement, parce que c'est pas la promesse de l'universalisme républicain au sens noble, on va dire. Bref.
Enfin, C'est juste une méthode de contrôle des minorités. Il y aura toujours des gens pas assez assimilés à discriminer. C'est profondément raciste. Oui, voilà, il y a ce côté-là, quoi. Après, ça dépend où on met le curseur de l'assimilation, mais à partir du moment où c'est un principe, l'assimilation, je veux dire, on peut toujours aller plus loin dans l'assimilation. Et c'est au moment on pourra dire, en fait, vous n'êtes pas assez assimilés. Si le concept de base, c'est l'assimilation, ça permet de mettre un curseur qui est trop mouvant, quoi. Sinon, on pourrait se dire, ok, le modèle assimilationniste, ça pourrait être de l'assimilation très très légère, sur des critères vraiment très larges et assez inclusifs finalement. Mais le jour où ça se barre en couille, le modèle assimilationniste, ça peut être en mode genre, non, mais t'es pas assez blanc en fait. Derrière assimilation, on peut mettre plusieurs trucs et on peut mettre un projet profondément raciste, comme on peut mettre un projet qui à un moment donné l'était un petit peu moins, quoi. Et avec l'extrême droitisation de l'Europe, cette assimilation est de plus en plus en train de se confondre avec un projet qui est profondément raciste. Moi je dirais ça, mais encore une fois, j'ai pas des connaissances ultra poussées là-dessus, quoi. Voilà. cerise sur le gâteau, le décret qui prendra effet le 1er janvier 2026 introduit la possibilité pour le ministre... Et surtout, elle n'est pas gage de véritable intégration. C'est ça le paradoxe. Voir les musulmans qualifiés qui se barrent de France. Et oui, en plus, il y a ça. C'est vrai. Mais bon, là, c'est un peu un autre débat que direct le truc de la vidéo. Là, comme ça va aller sur plein de concepts très intéressants, si on veut pouvoir finir la vidéo, va falloir pas trop aller à fond sur les débats sur assimilation versus intégration, parce qu'on pourrait faire un live entier là-dessus. Mais vas-y, Pépita, on en reparle. Ça serait vraiment très cool à faire. Vraiment très cool. Chargé des naturalisations de faire procéder à une enquête complémentaire sur la situation du candidat à la nationalité française par déclaration de nationalité, afin de trouver des motifs permettant de s'y opposer. Toutes ces mesures visant à durcir l'accès à la nationalité française sont assumées par les gouvernements xénophobes successifs, qui les justifient en expliquant qu'il s'agit de mieux assimiler les candidats à la nationalité. Déjà, faut arrêter avec cette putain de laïcité à la con, mais ça, encore une fois, c'est des trucs universalisme, laïcité en soi. Quoi, il y a un streamer Balatro qui veut collaborer avec moi? Non, je suis désolé, je suis en train de travailler là, monsieur. J'adore Balatro, mais là, ça va pas être possible. Peut-être qu'il a cliqué sans faire exprès. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, arrêtez avec cette putain de laïcité à la con. Laïcité, normalement, quand c'est bien utilisé, ce concept, c'est pas un mauvais concept, hein. Laïcité, c'est justement laisser les croyants et les pratiquants tranquilles, parce que c'est pas l'histoire, c'est pas la République a pas à se mêler des croyances de chacun, et les croyants ont pas non plus trop à se mêler de la République, vous voyez. Donc la laïcité, quand le concept n'est pas dévoyé, c'est pas un souci en soi. C'est juste que c'est un modèle un mot qui a été complètement sali et dévoyé par les espèces de pseudo-républicains racistes. Et merci Adam BF pour le raid. Merci beaucoup. J'ai vu que tu jouais à Balatro. T'as demandé une collab. Tu t'es peut-être trompé de truc. Bon, je sais pas. En tout cas, merci beaucoup pour le raid. Je suis moi-même un joueur de Balatro invétéré, même si je joue plus trop en ce moment. Je suis retourné sur STS, sur Slay the Spire. En tout cas, merci pour le raid, Adam BF. Let's go. Je te fais un petit shout-out. Je ne sais pas qui tu es. Je te fais quand même un petit shout-out. Adam BF, voilà, s'il y a des joueurs de Balatro sur le chat, des joueurs de deck building roguelite à minima, n'hésitez pas à aller le suivre, vraisemblablement c'est ce qu'il a l'air de faire. Moi, tu sais quoi, je te lâche mon petit follow aussi, hop là, c'est parti, merci beaucoup pour le raid. Ouais, donc allez, on va continuer, mais là effectivement, c'est ça que moi j'aime bien avec les vidéos de Guillaume Florent, c'est que ça va quand même un peu au fond des choses, quoi. Voilà, on est à 4 minutes 16 de vidéo, on s'arrête et on a des grands débats et des grandes explications sur laïcité, assimilation, modèle républicain, etc., etc. Vraiment, c'est des vidéos de qualité d'un assez haut niveau intellectuel par rapport à plein d'autres contenus. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très très bien en React. C'est pas forcément les vidéos, ça reste très sérieux, mais du coup, moi je trouve que c'est un super support de React pour avoir plein de discussions intéressantes. Allez, on reprend. C'est-à-dire les contraindre. Du coup, je suis même pas sûr, là, vu comment c'est parti, je suis pas sûr de pouvoir faire notre deuxième React. Je vous rappelle qu'à 14h, je dois couper le live, donc dans 1h10. Donc je pense qu'on n'aura pas le temps de faire la dernière, c'est pas grave. À effacer toute trace d'individualité ou de particularisme culturel visible qui entre dans le champ de ce que le racisme républicain considère illégitime. Avant toute chose, il s'agit de décourager les étrangers de demander la nationalité française, une politique que le défenseur des droits avait déjà pointée en 2022 en mettant en exergue les délais de traitement des demandes qui durent parfois jusqu'à plusieurs années et les inégalités d'accès aux services en fonction des préfectures, donc des territoires. Or, précisément, ces difficultés, ces délais de traitement excessivement longs et ces inégalités territoriales se manifestent de façon encore plus flagrante pour ce qui relève des demandes d'obtention ou de renouvellement de titres de séjour en France. La technoparade à 14 ans? La technoparade avec un K? Non, c'est la technoparade en mode free party? Non, moi j'y vais pas, j'ai autre chose à faire. Pourtant, pour les étrangers sans papier installés en France, la régularisation, c'est-à-dire l'obtention d'un titre de séjour temporaire permettant de séjourner légalement sans craindre l'expulsion et d'accéder à certains droits, représente l'espoir de sortir au moins relativement de la précarité et de la marginalisation, notamment par l'accès à un emploi légal ou à la solidarité nationale. Oui. Commençons par... Ça, les trucs, enfin, les files d'attente sur les consulats et les ambassades et les je sais plus quoi là pour pouvoir aller faire sa demande
C'est un vrai truc, quoi. Ça. On a tous ces images en tête de queues gigantesques des 6 heures du mat devant des préfectures, parce que juste tout est fait pour que ces demandes soient les plus galères possibles à faire, y compris pour des gens qui sont déjà très bien intégrés en France, notamment via le travail et ce genre de choses. Parce qu'il y a des gens qui bossent en France depuis 2-3 ans, qui résident en France, qui sont parfaitement intégrés dans l'économie, une sociabilité française, etc., etc. Ils se font douiller par la préfecture et les demandes d'asile, etc., etc. Et le risque à la fin, c'est pouvoir éventuellement être en situation régulière et finir dans un centre de rétention administrative qui est littéralement un lieu de privation de liberté qui ressemble énormément à une prison, quoi. Donc tu as des gens qui sont tout à fait bien intégrés en France et à un moment donné, le risque à la fin de tout ça, c'est finir en CRA, quasiment en tôle, quoi. Juste parce que ils ont... Normalement, ils peuvent avoir un statut de demandeur d'asile, de réfugié, avoir en tout cas des papiers pour être légalement en France. Et par une douille administrative qui fait que c'est hyper galère de faire les démarches et qu'il y a des queues pas possibles, ils peuvent reprendre du retard là-dessus. Et à la fin, c'est quoi? Ils peuvent se retrouver en CRA, quoi. Donc c'est des conséquences pour des gens qui vivent en France, qui sont intégrés en France, où il n'y a aucun souci là-dessus, qui contribuent à l'économie française. Et à cause de toute cette merde, le risque à la fin, c'est de finir en tôle, quoi. Et quand tu regardes ça en regardant des parcours de vie précis qu'il y a derrière, c'est à pleurer. Vraiment, c'est à pleurer. Rappeler que plusieurs situations peuvent mener à être sans papier en France. On pense le plus souvent aux migrants entrés sur le territoire de façon irrégulière, mais il y a également ceux qui sont entrés avec un visa, c'est-à-dire avec une autorisation officielle d'entrée et de séjourner temporairement en France, et qui est arrivé à échéance ou n'a pas été renouvelé. Il y a enfin les étrangers qui ont été régularisés, mais qui voient leur titre de séjour leur être retiré, soit parce qu'il n'a pas été renouvelé, soit parce qu'ils ont quitté la France pendant une période trop longue sans autorisation, soit parce que les conditions d'obtention du titre de séjour telles que le mariage ou le contrat de travail sont rompues, soit parce qu'ils sont considérés comme une menace pour l'ordre public. Dans ce dernier cas, on parle alors de double peine, un phénomène qui ne se justifie que par pure xénophobie mêlée de racisme, puisque rien d'autre ne justifie d'expulser un étranger. Nous laissons ici volontairement de côté le cas des demandeurs d'asile, qui obéissent à une procédure particulière, mais qui se retrouvent également précarisés et marginalisés, avec des effets très concrets de situations d'attente, parfois très longues, sur la souffrance psychique. Ouais, bah tu m'étonnes. T'es là en mode T'as l'impression d'être sur la sellette, quoi. Ça va être très très dur. Ça va être super dur. Mon daron, il avait plus ses papiers à sa sortie de tôle. Ah ouais? Wow, force à lui, hein. J'espère qu'il n'a pas fini en CRA ou quoi que ce soit, hein. Mais c'est fou ça, parce que dès qu'on parle de ces sujets-là, c'est comme qu'on avait fait le React sur les CRA, justement, sur les centres de rétention administrative de Off Investigation. Il y avait plein de témoignages dans le chat de gens qui étaient en mode genre, bah moi j'ai mon conjoint, quelqu'un de ma famille, un pote, etc. Des gens que vous connaissiez directement, des proches à vous. Il y avait énormément de témoignages sur le chat de gens qui étaient en mode, bah là, ils risquent d'aller en CRA si les démarches prennent trop de temps. Je veux dire, c'est un truc qui est très répandu et qui est très très concret. Il y avait plein de gens rien que là sur le chat qui connaissent des gens directement, des amis de la famille qui sont concernés par ce genre de choses, quoi. C'est fou, quoi. Et quand on voit ça de l'intérieur et qu'on voit typiquement qui sont les profils derrière, c'est à pleurer, je leur dis, quoi. Parce que quand tu regardes la télévision, t'as l'impression que les seuls gars qui risquent d'aller en CRA et de se faire expulser de la France, c'est des espèces de... je dis ça, je reprends les mots de l'adversaire, une espèce de clandestin sous OQTF qui ont fait un attentat au couteau ou qui attendent de vouloir faire je sais pas quoi et qui machin bidule, quoi. Mais non, l'écrasante majorité des personnes qui sont dans ce genre de parcours à risquer de se prendre une OQTF, risquer d'aller en CRA, risquer de se faire refourguer à la préfecture pour sa demande d'asile, etc., etc., sont des gens, bah, c'est pas des Français du coup, mais sont des gens qui sont sur le territoire français, qui bossent et qui sont déjà assez intégrés en réalité, quoi. Waouh, c'est horrible. Quand tu vois ça de l'intérieur, c'est vraiment atroce, quoi. Et tu vois la différence entre voir ça de l'intérieur et le discours à la télévision, c'est à vomir, quoi. C'est à vomir. Plutôt que de prendre en charge sa sanction et sa réinsertion en France. J'ai un pote comme ça, J'ai un pote comme ça, là, son titre de séjour a expiré parce que enfant de réfugié, ça fait bugger le logiciel de la préfecture et tout le monde se renvoie la balle. Mais oui, ça peut être vraiment pour des raisons comme ça, quoi. Mais ça se trouve, à un moment donné, ton pote, il va littéralement avoir une OQTF, quoi. Alors qu'il est enfant de réfugié. Enfin, ouais, il y a trop de trucs comme ça. Il y a trop de trucs comme ça. Moi, je sais que j'avais un de mes meilleurs potes, mon fameux pote coach de tennis. Du coup, bah, il est dans son club de tennis, là où il faisait ses études pour devenir coach, etc., etc. Il avait des amis tennisman qui étaient venus pour le sport en France, etc., mais qui n'avaient pas la nationalité française, notamment un ami ivoirien à lui. Et comme il était archi chaud en tennis en Côte d'Ivoire, il est venu en France, etc. Et du coup, il y avait un moment où une fois, il avait accompagné à 6h du mat, je sais plus si c'était à la préfecture ou ailleurs, pour faire la queue avec lui.
et après aller voir un peu l'accueil pour renouveler son titre de séjour ou je sais pas quoi. Et je sais que son pote, il était en mode genre, bah vas-y, en vrai, t'es blanc, accompagne-moi, moi, c'est pas plus mal pour la préfecture, comme ça fera un peu bonne figure, quoi. Et mon pote qui, de base, en plus, a grandi dans une famille à droite, avec des trucs où, voilà, dans son éducation, de base, il a pas eu des valeurs antiracistes et pro-immigration dans son éducation, forcément, quoi. Et c'est vraiment au contact dans son club de tennis avec des gens qui avaient pas la nationalité française, il m'a dit 2 trucs. Il y avait ce truc-là où il a été à la préfecture. Je sais plus si c'était la préfecture ou un autre truc, faire la queue à 6h du mat pour le dépanner. Il était en genre, ah ouais, d'accord, les parcours de vie, alors que ce gars-là, il fait le même métier que moi, on fait la même chose en France. La seule différence, c'est qu'il est pas français et qu'il a pas les papiers, quoi. Il y avait ça, et il y avait aussi, surtout que c'était vers Versailles et tout, donc c'était un endroit où il y avait plein de bourges. Il était en mode, un jour, je sais pas, je me suis baladé dans Versailles avec lui, et j'ai juste vu comment les gens nous regardaient, et comment les gens le regardaient. J'ai vu la peur dans les yeux de certaines personnes, parce qu'il était noir, quoi. Et ça lui a fait vraiment comprendre des choses. Et en fait, d'avoir eu cet ami, d'avoir à la fois vu la peur dans les yeux de certains Français racistes, bourges de Versailles de merde, et les galères qu'il avait à la préfecture pour juste renouveler son titre de séjour alors qu'il faisait le même métier que lui, il s'est dit, ah ouais. Et je pense que c'est de très loin le truc qu'il a plus gauchisé dans sa vie. Et maintenant, il est de gauche, ce pote. Mais de base, il a grandi dans une famille de droite avec des valeurs qui ne sont pas celles-ci, quoi. Comme quoi, c'est ce que je disais, quand on voit ce genre de problématique de l'intérieur, ça rend fou, quoi. Parce que c'est atroce, quoi. C'est atroce. Il y a des vies derrière ces clandestins qu'on déshumanise. Tout à fait. Tout à fait, quoi. Voilà. Bon, allez, bref. Avant de considérer les canaux par lesquels passent les démarches d'obtention ou de renouvellement du titre de séjour, il faut dire à quel point le système de régularisation en France est complexe, avec pas moins de plusieurs dizaines de types de titres de séjour différents, distincts soit par rapport à leur durée, soit par rapport au motif qui permet de les obtenir. On trouve ainsi des procédures différentes pour obtenir une carte de séjour vie privée et familiale, une carte de séjour salarié. L'usine à gaz, hein. On est dans Astérix, les 12 travaux d'Astérix, là, le fameux truc qui se fout de la gueule de l'administration française, là. La maison qui rend fou, là. Bah, c'est un peu ça, quoi. C'est en mode, vas-y, on vous fait balader avec des procédures ultra complexes. Comme ça limite au maximum le nombre de personnes qui deviennent résidents, quoi. Ah, salut Guillaume, il est dans le chat. Énorme. Yoribo, encore merci pour le react. Je me mettrai le replay du live tout à l'heure quand j'aurai plus de temps devant moi. Bah, la VOD risque d'arriver. Là, j'ai un truc à faire à 14h30. Ça risque d'être posté soit ce soir, soit demain. Voilà, ça sera ce soir ou demain. Le laisser passer à 38, exactement. On est dans des trucs où ça fait un peu penser à ça. Shout out Guillaume Florence. Donc allez surtout le suivre sur YouTube en réalité, hein, puisqu'il stream pas. Mais en tout cas, SO à toi. Hein. Toujours des vidéos d'une grande qualité. Mais alors, par contre, du coup, le sujet, c'est ce que je disais juste avant. Il y a tellement de témoignages sur des gens qui ont un ami, un membre de leur famille, qui justement est dans des démarches comme ça, qui fait que là, voilà, on a 6 minutes. Ça doit faire 30 minutes qu'on est sur la vidéo. On n'arrive pas à avancer parce qu'il y a trop de témoignages et on a trop de choses à dire sur tout ça, quoi. Voilà, plutôt comme c'est des vidéos qui sont assez denses avec beaucoup de fond, c'est très propice à du react, je trouve, mais on avance à 2 à l'heure dessus, quoi. Voilà. Ou travailleur temporaire, ou encore une carte de séjour travailleur saisonnier, sachant qu'à chacune de ces cartes correspondent des critères précis. La mise en place avec la loi immigration de 2024 d'un canal de régularisation temporaire pour les travailleurs sans papier dans les métiers considérés en tension à titre exceptionnel et à l'appréciation du préfet est un symbole de la façon dont le droit français résonne à grands coups d'empilement d'exceptions en matière de régularisation, ce qui aboutit sur des démarches très complexes et bien souvent illisibles pour les étrangers principaux concernés. Encore faut-il préciser que parmi ces titres de séjour, tous sont conditionnés soit à des critères familiaux stricts, par exemple être époux de Français ou parent d'enfants français, soit au fait de travailler, dans certains métiers seulement pour les sans-papiers qui demandent un premier titre de séjour. En d'autres termes, pour beaucoup d'étrangers arrivés en France sans papier, l'accès à un titre de séjour est tout bonnement impossible, ou alors soumis à une démarche discrétionnaire du préfet très conditionnée, qui peut le plus souvent aboutir à une décision d'expulsion du territoire type OQTF si elle est rejetée. En France, le droit de séjour sur le territoire est donc largement conditionné au fait de travailler dans les métiers sélectionnés par l'État. L'étranger n'a globalement de valeur et de droit à la dignité que par ses liens familiaux ou son statut de ressources économiques. Ok, bah ça rejoint pas mal de discours de droite. Enfin, cette fameuse loi immigration. Alors déjà là-bas, c'était censé être loi asile-immigration. C'est petit à petit devenu la loi immigration tout court, étrange. Donc je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était cette fameuse loi qui avait fait toute une polémique à l'Assemblée par rapport à la gauche, parce que c'était une loi de droite, voire d'extrême droite, et qui avait été réglée en commission mixte paritaire avec des républicains surreprésentés, LR surreprésentés, qui au final avaient introduit dans la loi des demandes qui étaient directement des demandes du RN et de l'extrême droite. À l'époque, ils étaient que 80 députés, quoi. Donc il y avait eu tout un imbroglio, pas administratif, mais parlementaire, qui fait que la loi a fini par passer. Et ça a été presque un cadeau donné de la part de la Macronie à l'extrême droite pour tenter de se les mettre un peu dans la poche. En tout cas, c'est un truc très concret où, dans le cadre parlementaire et légal, et législatif en tout cas, on a vu une convergence extrême, quoi, entre la Macronie,
LR, évidemment, mais surtout le Rassemblement national et l'extrême droite, quoi. Et donc tout ça a des conséquences directes et des conséquences désastreuses pour tout un tas de gens qui essayent juste de pas se faire virer de France, alors que pour beaucoup, ils bossent déjà en France, quoi. Et dans cette idée, il y avait l'idée de les métiers en tension. Ça, c'est Darmanin, je crois, qui à l'époque défendait pas mal ça. C'était vraiment en mode, on a besoin de migrants uniquement sur les métiers à tension. Donc c'est une vision extrêmement utilitariste des migrations, on va dire ça comme ça. Où c'est en mode genre, si tu nous es pas utile, migrant, tu dégages, on te fout dans un CRA en tôle, après on t'envoie en avion dans ton pays, quoi. Dans ton pays, entre guillemets, je récupère leur façon de parler à eux, quoi. Donc cette vision utilitariste, alors qu'on parle d'êtres humains qui souvent ont risqué leur vie pour venir ici, bah c'est profondément inhumain, quoi. C'est profondément inhumain. Et ça rejoint aussi un petit peu la politique anti-migratoire puis migratoire de Giorgia Meloni en Italie, qui est elle officiellement d'extrême droite, qui est qualifiée par beaucoup d'observateurs comme une post-fasciste, qui dans sa jeunesse faisait littéralement des SO à Mussolini, quoi. Elle s'est fait élire sur un programme très 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 anti-immigration, et puis après elle a un petit peu lay down en mode genre, mais on a quand même besoin des migrants pour faire les métiers que personne veut faire et pour nos économies, parce que quand même on les taxe, ces migrants qui n'ont pas la nationalité mais qui travaillent en Italie, quoi. Et donc elle a eu un programme moins anti-migration que prévu, mais par pur utilitarisme inhumain finalement, quoi. Avoir toutes ces personnes migrantes et exilées qui sont juste en quête d'une vie meilleure, se dire ok, je vais bien vous accepter, mais c'est parce que c'est pour les finances publiques de mon pays et pour rien d'autre, quoi. Donc on voit très bien que la droite, par rapport à tous les sujets qui sont de l'ordre de la migration, ont une vision purement comptable et utilitariste, alors qu'on parle d'êtres humains qui risquent leur vie derrière, quoi. Et quand on regarde le nombre d'exilés qui sont noyés dans la Méditerranée cette dernière décennie, c'est là qu'on voit que le projet de la droite est profondément inhumain quand on parle de migration, quoi. Sachant que l'histoire de l'humanité c'est que de la migration dans tous les sens, quoi. N'importe quel paléo-anthropologue vous le dira, quoi. Genre, l'histoire de l'humanité dans son intégralité est faite de migrations successives à droite à gauche, quoi. Il n'y a même pas à être pro-migration ou anti-migration. L'humanité est faite de migration, point à la ligne. Donc quand tu pars de ce constat, soit tu décides d'essayer d'avoir une approche humaine, soit tu as une approche comptable, inhumaine et raciste, et c'est le cas de la droite, quoi. Voilà. Merci à ceux qui ont inventé le concept de ressources humaines. Ouais, bah c'est un petit peu ça rejoint ça. Tu veux parler des nazis, relire Johan Chapoutot. Mais ouais, voilà, c'est un peu pareil. C'est cette espèce de vision purement comptable, utilitariste et économique de vie humaine, quoi. Tout ça rejoint ça. Voilà. De Hitler à Rotaillot, la déshumanisation n'a jamais pris fin. On pourrait dire ça. Avant que les rapports avec la Quand l'hiver arrivait, les humains migraient vers le Rhône où il faisait moins froid à l'époque des Néandertaliens. Mais oui, voilà, c'est que des trucs comme ça. C'est vraiment que des trucs comme ça. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de groupes humains qui vont à un autre endroit, qui se rendent compte, puis qui vont à un autre endroit. C'est comme ça, migration, mélange. C'est comme ça que l'humanité a évolué, enfin pas évolué, mais c'est fait petit à petit sur le temps long, quoi. Et vouloir dire non, chacun chez soi, c'est refuser une part de nature humaine, finalement. Pas nature humaine en mode est-ce qu'on est bon ou mauvais au fond de notre cœur, quoi. Mais dans un truc de la nature humaine, voilà, les humains naturellement font des échanges, les peuples évoluent, migrent, se rencontrent, parfois sont la guerre aussi, etc. Et c'est un truc de nature humaine pour le coup. Voilà. Donc c'est pour ça. À cet égard, je trouve que le terme inhumanité, pour parler des politiques migratoires de droite, il est particulièrement pertinent. Parce que c'est à la fois inhumain au sens premier du terme, en mode genre putain, traiter des êtres humains comme ça, c'est inhumain, et c'est parce que en fait, ça part d'un rejet d'un truc qui est profondément humain et lié à l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les migrations et les déplacements de population. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons d'ailleurs. Bref, vous m'avez compris. Je trouve qu'inhumain, c'est le bon mot pour parler de tout ça. L'architecture ne soit quasiment entièrement dématérialisée, nous y reviendrons, les démarches étaient déjà très largement humiliantes. Mais c'est une musique d'Animal Crossing ou je rêve, ça? Ça, c'est pas une musique de New Leaf, ça? Attends. Si, c'est une musique de New Leaf. Non, de New Horizons, c'est une musique de New Horizons. Mais c'est une musique d'Animal Crossing, ça. Ne soit quasiment entièrement dématérialisée, nous y reviendrons, les démarches étaient déjà très largement humiliantes et déshumanisantes pour les candidats à l'obtention ou au renouvellement d'un titre de séjour. Ah, j'arrive plus à me concentrer. Ah, quand on met les bangers d'Animal Crossing en... Oui, c'est New Horizons, ouais, c'est le dernier. Du coup, j'arrive pas à me concentrer, là. Là, je suis juste en mode... Petit tunnel. Les musiques d'Animal Crossing sont trop bien faites. Moi, ça me fait penser au minimalisme même de Brian Eno. Allons-y. Je trouve que c'est des références comme ça parce que genre le principe c'est que chaque heure la musique change et c'est toujours plus ou moins le même thème qui s'en va et qui revient et c'est plein de variations sur un même thème très très en finesse. Et je trouve que le chef-d'œuvre de minimalisme dans la BO d'Animal Crossing c'est New Leaf du coup et pas New Horizons. Des musiques extrêmement en retenue avec toujours les mêmes thèmes et les mêmes variations sur des thèmes tout en retenue.
Et je trouve que musicalement, c'est hyper intéressant d'un point de vue vraiment presque musicologique. La musique d'Animal Crossing, c'est incroyable. Normalement, si les icos du chat, si vous êtes des vrais icos, intéressez-vous à la BO d'Animal Crossing, c'est de la musique incroyable. Hein. Pareil, Breath of the Wild, pour des raisons différentes. Ouais, Nintendo trop fort. Hein. Mais Animal Crossing, en particulier, moi, je trouve ça... leurs BO sont trop fortes. Quoi. Voilà. Bon, allez, bref, revenons à notre sujet. Alors que les agents de préfecture présents au guichet étaient largement en sous-effectif, les créneaux de rendez-vous en préfecture mis en ligne se retrouvaient pris d'assaut et il en résultait des files d'attente de plusieurs centaines d'étrangers chaque jour devant certaines préfectures qui espéraient obtenir un entretien avec un agent pour soumettre leur dossier. Encore fallait-il que ce dernier soit parfaitement complet au moment du rendez-vous, de l'acte de naissance traduit jusqu'au formulaire de demande en passant par les timbres fiscaux et tous les documents spécifiques en fonction du canal. J'arrive pas à me concentrer. Alors, je sais pas si t'es encore là, Guillaume. Seule petite critique sur la vidéo. La vidéo est très bien au niveau du discours et du fond, j'ai rien à redire. Mais là, la musique 3AM de New Leaf pise à ce moment-là. Moi, j'ai perdu ma concentration. Voilà. Si j'ai une critique à faire, c'est ça, là. Maintenant, je pense à Animal Crossing. Après, cela dit, mettre des musiques d'Animal Crossing dans des essais vidéo, t'es pas le premier à le faire, ça marche généralement très bien. Mais là, du coup, j'ai envie d'aller chasser des insectes. Ouais, voilà, c'est ça. Régularisation privilégiée. L'accès à toutes ces informations n'est pas facile, et chaque procédure de dépôt d'un document manquant suppose de repasser par de longs et fastidieux échanges avec la préfecture, d'autant que plusieurs associations de défense des droits des étrangers ont déjà pointé que plusieurs préfectures demandent des documents supplémentaires qui ne figurent pas sur les listes officielles, créant de l'insécurité juridique et rallongeant toujours les délais de traitement des dossiers. Ok, bah c'est là qu'on voit que les assos dont on parlait tout à l'heure, comme le BAM, j'ai un pote qui est là, c'est à ça qu'ils servent justement, en mode genre, hey, tu vas te faire douiller par la préfecture, on prépare un dossier où juridiquement c'est impeccable pour être sûr d'avoir ton statut parce que tu es censé avoir le droit d'avoir ce statut, quoi. Donc s'il y a carrément des assos qui se montent pour aider des gens qui font des demandes d'asile ou ce genre de choses à pouvoir avoir juste leurs droits appliqués, c'est quand même que c'est grave et que la douille est gigantesque, quoi. Depuis quelques années, ces procédures d'obtention et de renouvellement du titre de séjour sont quasiment entièrement dématérialisées, à quelques exceptions près. Tout passe désormais par l'ANEF, l'administration numérique pour les étrangers en France. Fini la possibilité d'obtenir à force de patience un rendez-vous en préfecture ou de s'adresser à un agent au guichet. Or, justement, en 2024, le Défenseur des droits a publié une étude qui démontre, preuve à l'appui, que la dématérialisation et l'ANEF ont entraîné des atteintes massives aux droits des étrangers et conduisent à aggraver pour beaucoup d'étrangers présents sur le territoire la précarité économique et sociale. Ok, ça c'est un peu un grand classique de la droite, de faire tout en dématérialisé via des trucs sur ordinateur et qu'en fait ça exclut plein de gens et parmi les personnes les plus précaires, évidemment, de tout ce truc-là. Hein. Il y a une scène d'un film, je sais plus comment s'appelle le film, merde, comment il s'appelle ? Le réalisateur britannique, là, Ken Loach, qui fait des films où c'est des drames sociaux sur le prolétariat britannique et tout. Et il y en a un où c'est un mec en recherche d'emploi, qu'on lui dit « Allez, tu vas aller faire une activité sur l'ordinateur pour tenter de retrouver un taf avec les nouvelles technologies. » Et le gars, c'est un mec de 60 piges, pauvre. Moi, Daniel Blake, c'est celui-là. Et t'as des scènes comme ça où tu vois le décalage entre ce qu'on demande à des personnes précaires, âgées, etc. pour tenter de retrouver un taf et toute la dose d'humiliation qui passe par ça et comment le numérique est utilisé pour entériner ce genre de choses, quoi. Et c'est terrible, hein. C'est terrible. Outre les multiples dysfonctionnements de modules censés fonctionner, le rapport du Défenseur des droits pointe plusieurs limites intrinsèques de la plateforme, censée initialement simplifier les procédures pour les millions de demandeurs. Par exemple, il n'est pas possible de mener avec un seul et même compte ANEF 2 démarches administratives simultanément, y compris lorsqu'il s'agit d'une démarche lancée sur la précédente plateforme qui avait abouti, mais qui n'avait pas été close informatiquement par l'agent de la préfecture au moment de la remise du titre. Autre rigidité, une fois une demande déposée sur l'ANEF, l'usager n'a plus la possibilité de la compléter ou de la modifier. Ainsi, s'il se rend compte d'une erreur ou d'un document manquant, il doit attendre qu'un agent de préfecture procède à la clôture du dossier ou rédige une décision de refus, sachant que le traitement d'une demande peut prendre jusqu'à 6 mois, voire parfois davantage. Combien ? 6 mois ? Moi, bizarrement. Moi, pour payer mes impôts sur le site de l'URSSAF, une fois il y avait un bug, j'ai fait une demande, en 1 heure, c'était réglé, je pouvais payer mes impôts sur le site de l'URSSAF. Hein. Je sais pas pourquoi je le dis avec une voix un peu à la Soral, c'est trop bizarre. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Quand c'est pour payer ses impôts sur l'URSSAF, moi je trouve le site très bien fait, j'ai même pas de soucis, quoi. Là, il y a un bug dans les dossiers par rapport aux trucs informatiques. Ah, désolé monsieur, ça va prendre 6 mois à régler, il y a eu un bug, bah c'est 6 mois de débunkage, quoi. Waouh. Ah ouais.
ah ouais, c'est pire que ce que je pensais. C'est pas juste faire des usines à gaz pour décourager les gens d'aller faire les demandes en ligne et machin. Il y a des bugs dedans non réglés et ils prennent 6 mois minimum à les régler, ces bugs-là, quoi. Ah non, c'est des cotisations sociales plus que des impôts. C'était une façon de parler. C'était une façon de parler. C'est ma CSG et mes cotisations sociales que je paye à mon URSSAF à hauteur de 24,3% de mon chiffre d'affaires. D'ailleurs, si vous voulez que je cotise pour les retraites de vos gros darons, n'hésitez pas à sub à la chaîne parce que comme ça, après, moi, hop là, ça fait de la CSG, ça fait des cotisations sociales et ça permet d'avoir les retraites à un minimum, nos systèmes de retraite à un minimum à l'équilibre. Donc n'hésitez pas à sub à la chaîne. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour la CSG, faites-le pour les cotisations sociales, faites-le pour la Sécu. Voilà. Pendant tout ce temps, le demandeur est plongé dans une situation d'attente et d'impuissance très difficile à vivre, d'autant qu'il s'agit là d'enjeux d'accès aux droits. Par ailleurs, certaines caractéristiques même de la plateforme exposent des publics vulnérables. Par exemple... Oui, je cotise à la retraite, mais pas grand-chose. 24,3% par rapport à une SARL ou quoi que ce soit, en cotisation sociale, c'est pas tant que ça. C'est réduit, et du coup ça ouvre des droits assez merdiques. Mais en tout cas, pour la durée de cotisation, moi je cotise pour la retraite, et du coup ça veut dire que je cotise pour la retraite sans interruption depuis mes 19 ans. Pas mal pour un bourgeois, non? Il n'est pas possible de gérer des démarches pour le compte de plusieurs ressortissants étrangers depuis une même adresse électronique, ce qui pose une difficulté majeure pour les nombreux sans-papiers qui ne disposent d'aucune adresse mail. La plateforme peut aussi exposer les femmes étrangères victimes de violences, par exemple si le conjoint violent avait ouvert le compte ANEF avec son adresse mail ou qu'il a pris le contrôle de la boîte mail de la victime, puisqu'il est quasiment impossible de modifier l'adresse électronique liée à un compte ANEF. Dans ce type de contexte, les limites de la plateforme peuvent créer ou encourager la dépendance des femmes à leur conjoint violent. Le problème, c'est qu'en cas de blocage... Oui, il y a vraiment ce côté, le diable est dans les détails, quoi. Mais c'est là où la vidéo est intéressante et qu'il y a eu un vrai travail de recherche derrière. Après, je sais pas quelles sont tes connaissances de tous ces sujets-là de base, Guillaume, par rapport à tes activités militantes et tout. Mais là, c'est vraiment sur des trucs très très précis de quelle adresse mail dans le dossier par rapport à tatati tatata, quoi. Donc on voit, quand on regarde dans le détail, tout ça est une machine à compliquer les démarches, quoi. Ça paraît assez évident, quoi. Le diable est dans les détails, vous savez, comme on dit souvent. Comme pour le plan Trump à Gaza, par exemple. Le diable est dans les détails. On en reparlera de ça. Que l'usager ne parvient pas à surmonter et qui entrave l'accès à ses droits, les solutions de substitution à la plateforme numérique proposée par l'État et les préfectures sont largement insuffisantes. Je suis travailleuse sociale, nous dit Maïnouche sur le chat. C'est mon quotidien. Il décrit très bien les difficultés rencontrées. C'est horrible ce site. Bon bah, voilà. Alors je sais que c'est pas là-dedans qu'il bosse précisément, Guillaume. Et il a un rapport avec la politique, son taf. Mais c'est plus dans le milieu de l'entreprise, si je me trompe pas. Et puis il y a aussi un engagement syndical et un engagement politique. Mais là-dessus, je sais pas si tu as une expertise de quelque part ou c'est juste un sujet que tu as bossé. Mais en tout cas, oui, effectivement, la vidéo est vraiment carrée et on a plein de témoignages dans le chat qui le disent. S'ils ont besoin d'un interlocuteur humain pour débloquer une situation, les usagers doivent se tourner vers 2 services d'accompagnement. Soit le centre de contact citoyen, qui a pour fonction de les assister dans le dépôt de leurs demandes et le suivi de leur dossier, soit les points d'accueil numériques, censés assurer un rôle d'accompagnement et de médiation numérique. Le centre de contact citoyen est censé apporter un premier niveau de réponse, mais une enquête menée par la Fédération des acteurs de la solidarité publiée en octobre 2024 a montré que 82% des structures interrogées estiment que le centre de contact citoyen n'apporte aucune aide concrète aux usagers. 82% estiment que leur truc c'est de la merde. Quand même, il y a un large consensus. Le rapport du défenseur des droits prend l'exemple concret d'une ressortissante malgache qui a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en juillet 2023, autour de 2 mois avant l'échéance de son titre en cours de validation, puisqu'il faut s'y prendre entre 4 mois et 2 mois avant la date d'échéance du titre de séjour en vigueur pour obtenir un renouvellement. Un mois plus tard, l'agent chargé de son dossier lui a demandé, via l'ANEF, de fournir des pièces complémentaires. Or, quand elle a cherché à se rendre sur son espace personnel, elle ne pouvait plus accéder à sa demande de titre de séjour et verser les pièces demandées. Elle a alors contacté par écrit le centre de contact citoyen, qui n'a rien fait de plus que de la renvoyer vers son espace personnel sur l'ANEF. Ça, mais comment ça va être horrible, parce que un site qui bug, un truc administratif mal fait, je veux dire, même quand on a un Français né en France avec les papiers français, qu'il n'y a aucun souci là-dessus, c'est super énervant et frustrant. Quand t'as un truc administratif que t'arrives pas à régler à cause d'un bug sur je sais pas quel site, c'est stressant. Et c'est énervant, c'est relou de fou. On a tous déjà vécu probablement un truc comme ça, c'est casse-couille. Déjà des trucs de phobie administrative, quoi. T'es en mode genre, oui, ah non, putain, je dois appeler mon assurance, mais ils répondent pas, tatati tatata, je galère à avoir un rendez-vous. Déjà, quand c'est pour des trucs qui sont relativement légers, c'est chiant, quoi. Déjà, c'est chiant. Mais là, quand c'est ta vie qui est en jeu, quelle dinguerie, quoi.
comme l'état mental dans lequel ça doit te mettre, ça doit être tellement stressant et atroce, quoi. Ouais. Oui, c'est du harcèlement administratif. Et t'as raison, donne la papade, c'est pas des bugs, c'est des process pensés comme ça. Évidemment. Évidemment, mais genre, moi, par exemple, j'ai été dans des... Ça me fait penser à des situations que j'ai pu avoir en mode « Ah, le site, il bug. Ah, c'est trop mal foutu. Ah, ça me met en phobie administrative. Ah, ça me stresse. » Bon, moi, c'était pas forcément des process pensés en tant que tel, parce que moi, je fais pas une demande de réfugié ou quoi que ce soit, quoi. Mais je veux dire, non, moi, j'ai déjà vécu des trucs comme ça, et déjà, je trouvais ça frustrant, stressant et très, très énervant. Je veux dire, quand c'est dans ce cadre-là, et qu'en plus, tout est fait exprès, et c'est bien pire, parce que c'est fait exprès pour que t'aies pas ta demande à la fin, c'est chaud. Ken Loach avait fait un film là-dessus, mais on en a parlé juste avant, ouais, tout à fait, Justin Le Rouge. C'est pas des bugs, ce sont des features, et oui, et oui. Elle a décidé de transmettre les pièces complémentaires par courrier recommandé, avec accusé de réception à la préfecture. Mais même si les bonne question, Poisson. Est-ce qu'il y a des gens où leur métier assumé, ils le disent pas publiquement, mais c'est essayer de faire des plateformes les plus pourries possibles pour tenter d'avoir le moins de demandes de titres de séjour? Il y a un mec dans un bureau payé pour ça, au moins officieusement, qui est en mode genre, mon métier, c'est de faire le site le plus pourrave possible. Il y a bien des gens, à un moment donné, ils se le disent même sous le manteau, ils le disent pas officiellement, c'est pas écrit dans le contrat. Mais genre, c'est des appels d'offres éclatés et pas de budget, ouais, ou peut-être qu'ils font, je sais pas. Mais il y a bien un décisionnaire à un moment donné qui fait exprès que ça soit aussi merdique. Ou alors c'est complotiste que de le dire. Moi, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien une enquête poussée, un journaliste d'investigation. Vous voyez? Mais je sais pas. Oui, c'est possible, hein. C'est possible qu'il y en a qui fassent un peu exprès. Mais je veux dire, moi j'aimerais avoir un responsable. Un responsable. C'est uniquement le manque de moyens? Bah je sais pas, dans quelle mesure c'est du manque de moyens, dans quelle mesure c'est du manque de moyens, ils font exprès, et que si le truc et le site est le plus pourri possible, ça les arrange. Mais quand on dit ça les arrange, c'est qui l'est? C'est le ministère de l'Intérieur directement? Il y a des gens au ministère de l'Intérieur qui décident de ci, de ça? J'aimerais bien savoir comment on en arrive à cette situation où des bâtons dans les roues sont mis à l'infini, quoi. Est-ce qu'il y a un mec, un technicien, un développeur, son N+1 lui a demandé de faire un site un peu merdique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, j'aimerais bien savoir. Parce qu'on comprend, on voit tout ce qui se passe, mais qui est responsable derrière? Enfin, oui, Retailleau est responsable, les politiques sont responsables, on voit bien, mais sur l'aspect technique par rapport du rapport au numérique, qui est responsable techniquement de ça? J'aimerais bien savoir si c'est... Comment ça s'est structuré, comment ça s'organise, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ont été reçus dans le délai de 30 jours qui lui avait été accordé, son dossier a finalement été clos sur la nef, au motif qu'elle n'aurait pas envoyé les documents demandés. Elle a donc été contrainte de reprendre toute la procédure depuis le début, alors que son titre arrivait à expiration moins d'1 mois après. Alors qu'elle venait tout juste de commencer un nouveau travail, notre ressortissante malgache s'est retrouvée dans une situation très délicate, qui aurait pu la plonger dans la précarité si elle n'avait pas été miraculeusement convoquée en préfecture une semaine après l'échéance de son titre pour remettre les pièces complémentaires et se voir remettre un récépissé régularisant sa situation en attendant son nouveau titre. Le point d'accueil numérique propose également un service largement insuffisant. Il est difficile de trouver toutes les informations pour s'y rendre ou prendre rendez-vous sur le site des préfectures, et il se révèle bien souvent opéré par des volontaires en service civique qui ne disposent pas de toutes les compétences pour répondre de façon satisfaisante. Ok, d'accord, il y a aussi ça. C'est des gens qui n'ont pas de taf, qui font des trucs de service public, de service civique en mode volontaire, qui arrivent là, qui sont pas formés, qui sont en mode genre, bon, bah moi je vais bien essayer de bien faire, madame, mais juste, je sais pas comment faire, quoi. Donc oui, c'est peut-être plus à un niveau presque un peu plus supérieur, c'est pas forcément directement un mec qui est en mode genre je vais mal coder le site exprès, mais tout est fait dans le système économiquement pour que ça soit inadapté, que les personnes, même si elles sont de bonne volonté à l'accueil des préfectures et qui doivent traiter ces sujets-là, juste ils sont pas équipés pour et formés pour, quoi. Quel enfer, hein, quel enfer. Attendez, il y a quelqu'un qui me disait « J'ai bossé pour une boîte qui fait du vote électronique. On m'a demandé de faire en sorte que le vote blanc soit le plus galère possible et que les petites listes soient cachées pour mettre en avant les autres. » Ok. Bah merci Duality44 pour ton témoignage que je vais prendre pour argent comptant. D'accord, donc il y a bien des gens, des supérieurs qui sont en mode genre bon bah ça tu vas essayer de faire le truc un peu merdique, quoi. Dark patterns de l'enfer, on appelle ça des dark patterns. Ok, donc il y a bien des décisionnaires à un moment donné qui disent bon, le site tu vas le faire plutôt merdique comme ça, non? Il y avait une justification derrière, il t'a expliqué pourquoi, ou c'est juste c'était ton N+1, de toute façon t'avais pas ton mot à dire, il arrivait en tant que N+1 qui a même pas à se justifier. Quel enfer, mais genre il y a vraiment des gens, leur métier, c'est en mode genre je suis génie du mal. Oui. Bah ça paye bien, hein. Mais genre vraiment, il y a des gens, je ne comprends pas. Comme les gens, parfois ça se dit dans le milieu des ressources humaines, il y a des gens, c'est un statut officieux, on les appelle comme ça dans le milieu, y compris dans le milieu des ressources humaines, on les appelle des killers. C'est des DRH qui sont mandatés, qui sont embauchés par des entreprises pour mettre en place des plans de licenciement et être détestés par tout le monde, et après ils se cassent, ils font ça ailleurs. On appelle ça des killers. J'en ai parlé avec des collègues à l'époque où je bossais dans l'automobile, et t'as des gens, leur métier c'est ça.
Des cost killers, voilà, des cost killers ou juste des cut killers. Cut killers, non, c'est autre chose. C'est des cost killers, voilà, c'est ça. Ou parfois abrégé juste killer. C'est. Les mecs, ils savent ce qu'ils font, quoi. Ils sont en mode genre, ouais, moi, c'est ça mon métier, ouais. Foutre des familles sur la paille, ouais. Et c'est le capitalisme, mon gars. Je pense que c'est juste des gens cyniques qui se disent, bon, de toute façon, si c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre. Donc, à bout d'un moment, hop, moi, je prends ma thune et je me casse, quoi. Mais c'est fou, quoi. Il y a des gens, comment ils ont pas d'honneur, quoi. Ils ont vraiment pas d'honneur, quoi. C'est la spécialité de McKinsey. Tout à fait, tout à fait. Ah là, quel enfer. Oui, comme les gens qui font le mobilier anti-SDF. T'as des gens, leur métier, c'est de faire le mal, ils l'assument en se disant, de toute façon, on vit dans un monde de salopards. Bon, bah, si c'est pas moi, c'est un autre, quoi. Le cynisme qu'il faut. Parfois, moi, je me trouve cynique par rapport à certains trucs. Je trouve qu'on est tout le temps sous 40 couches d'ironie et ça m'énerve un peu. Et j'aimerais peut-être, parfois, retrouver une forme d'innocence et de sincérité oubliée dans ce monde post-moderne et absurde. Mais il y a des gens, ils sont pas comme ça. Ils sont en mode genre, bah, ok, j'accepte, allez, let's go, on y va. Moi, j'y réfléchis pas à ça. C'est horrible. Et le pire, c'est que c'est des gens payés très cher souvent pour faire des métiers comme ça. Parce que. Voilà, hein, tout le monde n'est pas prêt à être une enflure pareille, du coup, bah au moins, voilà. Quand il est en mode genre, je vais être la pire enflure, bah il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça parce que la plupart des gens sont pas prêts à le faire à ça parce qu'ils ont peut-être un peu trop un cœur, quoi. Argument du trafiquant d'armes, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Argument de l'esclavagiste, argument du colon, argument de tout un tas de choses. Aïe, 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 aïe. De plus, pour les étrangers en difficulté avec l'usage de la plateforme numérique, le point d'accueil numérique ne peut régler que le problème du dépôt de la demande et n'a pas vocation à prendre connaissance de la suite des échanges entre l'usager et la nef. Ainsi, pour les usagers confrontés à des blocages, seul un dépôt de dossier auprès d'un agent en guichet de préfecture pourrait représenter une véritable solution. Sauf que depuis quelques années, cette alternative n'est éventuellement possible que si l'usager parvient à démontrer qu'il rencontre un blocage technique lié au fonctionnement de la nef, ce qui n'est pas toujours facile. Plus globalement, l'accès à une solution humaine de substitution est souvent gardé confidentiel par les préfectures, qui informent peu ou mal, si bien que les usagers ne disposent pas des éléments nécessaires pour faire valoir leurs droits. Ok, Se d'accord. pose Donc enfin t'es censé pouvoir le faire offline, mais ils font tout pour pas trop le dire, quoi. Aïe. un dernier problème de taille, celui des récépissés fournis par les préfectures dans l'attente de l'instruction du dossier du demandeur de titre de séjour. Il s'agit d'un document censé garantir la présence légale de l'étranger sur le territoire en attendant que sa demande soit instruite, puisque le délai légal de traitement des demandes est souvent long et excède la durée de 4 à 2 mois requise pour un dépôt en bonne et due forme du dossier avant l'expiration de la carte de séjour en vigueur. Lors du dépôt d'une demande sur la nef, tout usager reçoit une attestation de dépôt fournie par la plateforme. Mais ce document en soi ne vaut pas titre de séjour et ne donne donc pas le droit de travailler ou d'accéder aux droits afférents au titre de séjour. Okay. Si les récépissés étaient auparavant délivrés en main propre par la préfecture, ils sont désormais envoyés sur la plateforme ANEF uniquement lorsque le dossier a été reconnu comme complet et recevable. Le problème, c'est que si le récépissé n'apparaît pas, le demandeur doit se lancer dans de nouveaux échanges avec la préfecture sur la plateforme qui peuvent prendre du temps. En outre, même si les attestations de prolongation d'instruction fournies par la nef si l'instruction du dossier se prolonge au-delà de la validité de la carte de séjour de l'usager sont censées en droit l'autoriser à travailler, cette mention ne figure pas toujours explicitement dans le document, ce qui conduit parfois l'employeur de l'étranger en cours d'examen de dossier à suspendre son contrat de travail. Ok. Le rapport du défenseur... C'est assez technique, hein. De toute façon, c'est souvent ça avec les vidéos de Guillaume Florence. Ça va un peu. C'est assez technique, quoi. Ça va en profondeur sur les petits détails. Et du coup, bah, c'est super intéressant, mais parfois, à part dire ok, je sais pas trop comment commenter spécialement, quoi. La solution en cas de bug ANEF, c'est de passer par démarche simplifiée. Diffuser l'info pour aider les gens. Ah ouais? Démarche simplifiée? C'est quoi ça, démarche simplifiée? Clac. Je connais pas. C'est un truc que tu connais bien, ça, Fellagé? Démarche simplifiée. Non, .fr, c'est pas un truc .gouv.fr. C'est un service propulsé par la Direction interministérielle du numérique, la DINUM. Le code source est disponible en licence libre. Ok, je connais pas du tout. Démarche simplifiée vient bien aider parfois. Ok, ça j'avoue, je connais pas du tout. Ok, démarche simplifiée, j'essaierai de retenir. Peut-être qu'il en parle après, Guillaume, je sais pas. Je mets le lien de la vidéo. De toute façon, allez vous abonner à Guillaume Florent sur YouTube. Vous voyez, franchement, c'est du super taf et il y a du travail derrière, quoi. Serious business, quoi. Serious business de fou. Moi, à chaque fois, j'apprends plein de choses dans le détail un petit peu. Donc, c'est cool. Des droits prend l'exemple d'une réfugiée afghane qui a déposé une demande de logement social, à qui le bailleur a indiqué que sa demande ne serait présentée en commission d'attribution que si elle transmettait un récépissé de demande de titre de séjour. Ouais, c'est vraiment en mode les 12 travaux d'Astérix, quoi. Le récépissé 38A, quoi, c'est vraiment ça. Sauf que là, on parle d'une réfugiée afghane, quoi. Donc la France, la bonne grosse France islamophobe, ils sont en mode genre, regardez, il y a un problème avec l'islam, les talibans. Quoi?
Les femmes qui portent un voile en France sont les complices des talibans. Vous voulez que ça finisse comme en Iran, en Afghanistan, le régime des mollahs? Et quand il y a des réfugiés afghanes dans le pays des talibans, quoi, où c'est les pires rigoristes de l'enfer, et les droits individuels pour les femmes, c'est va te faire enculer, quoi, évidemment. On va pas besoin de décrire ce que c'est que le régime des talibans. Donc quand il y a des réfugiés afghans, ils sont en mode genre ah non, on va te renvoyer dans ton pays, hein. Ah bah non, t'as pas mis le bon récépissé à la préfecture de je sais pas quoi. Genre c'est l'hypocrisie du truc, quoi. Quand c'est pour parler des femmes afghanes, pour aller dérouler un discours islamophobe de merde, il y a du monde. Quand c'est pour accueillir des réfugiés afghans, ça les fait courir à droite à gauche sur des trucs administratifs pour éviter de les accueillir, quoi. Genre quelle indignité, quoi. Vraiment c'est chaud, moi, ça rend fou ces histoires. Ça rend vraiment fou, quoi. Même si l'attestation de prolongation d'instruction présentée par la réfugiée était en droit un document tenant lieu de récépissé... Ce qui ne veut pas dire que les femmes afghanes sont prioritaires par rapport à d'autres types de réfugiés en France, hein. C'est peut-être tout ce que je voulais dire, évidemment. Mais ça révèle une certaine hypocrisie de la part de toute une partie de la classe politique et médiatique qui... voilà. Les femmes afghanes ont bon dos, quoi. Quand c'est pour taper sur la gauche, c'est les grands défenseurs des femmes afghanes. Quand c'est pour avoir une politique anti-immigrants, ils en ont plus rien à foutre, quoi, évidemment. Le bailleur a refusé de prendre en compte ces explications et a demandé un récépissé classique, ce qui a contraint la demandeuse à rester dans un hébergement provisoire pendant plusieurs mois supplémentaires. Okay, ouais. Nous nous sommes longuement attardés sur la nef, car il s'agit aujourd'hui à la fois du centre névralgique... C'est quoi cette musique? Je la connais, celle-là. Musique de jeux vidéo aussi. ...et du symbole de toute la complexité des rapports avec la préfecture, d'une dématérialisation... Ah, c'est laquelle? C'est quoi, là? Cet arpège, je connais. FF7. Ok, FF7. C'est ça, merci. Je connais très mal Final Fantasy. Hello tout le monde et vive le cynisme. Ouais, bof, hein. bof. Prélude de Final Fantasy, ok, ouais. Matérialisation prétendument simplificatrice et qui en réalité participe d'un système humiliant pour les étrangers en leur enlevant quasiment toute possibilité de faire valoir leurs droits ou simplement leur dignité face à un interlocuteur physique. Il faut bien comprendre que comme l'écrit le rapport, dès lors qu'une personne se trouve empêchée d'accéder à une démarche ou de la finaliser, de répondre à une demande de pièces complémentaires, de télécharger un document provisoire de séjour ou voir son dossier clos arbitrairement sans possibilité de débloquer la situation, elle risque de subir une rupture de son droit au séjour et de tous les droits qui y sont attachés. Dans ce cas, les procédures génèrent les... La musique est déjà dans le premier DSL Les Zoomers. Je n'ai fait qu'un seul Final Fantasy dans ma vie, c'était le remake du 1 sur Game Boy Advance. Voilà. J'ai jamais joué à FF sauf le tout premier remake sur Game Boy Advance et j'avais bien aimé, figurez-vous. Voilà, sinon je suis pas un joueur de FF. Sans papier. Mais respect à la licence de fou et à l'OST incroyable, hein, évidemment. Perte de droit au séjour entraîne la perte du droit de travailler qui en dépend, peut entraîner la perte de tout revenu et ainsi peut contraindre la personne concernée à quitter son logement ou encore à des difficultés d'accès aux soins. Une fois ces conséquences concrétisées, il devient beaucoup plus difficile de candidater à un nouveau titre de séjour et on crée, à partir d'un citoyen qui séjourne de façon régulière sur le territoire, un sans-papier soumis à la précarité et à la marginalisation sociale, avec des conséquences psychiques potentielles. Voilà, d'où le nom de la vidéo, comment l'État français crée le problème des migrants, quoi. C'est-à-dire que si l'administration traitait les demandes à la hauteur de ce qu'elles sont, ils mettaient les moyens pour ça, il y a tout un tas de sans-papiers précarisés en situation illégale qui seraient beaucoup moins précarisés parce que pas en situation illégale, qui pourraient travailler, participer à la vie économique française beaucoup plus, et du coup ça serait de l'intégration tout simplement, genre. De l'intégration. D'ailleurs, les droitards, ils sont tout le temps en mode genre non, mais le problème, c'est pas la migration en soi, c'est que ces gens, on peut pas les intégrer. Après, ça coûte de l'argent à la France, et puis culturellement, nanana. Donc, quelque chose qui devrait être un vecteur d'intégration, comme ne pas être trop précaire et pouvoir travailler en France. Typiquement, il n'y a pas plus grand vecteur d'intégration que travailler. Enfin, il y en a d'autres, mais je veux dire, voilà, dans un monde capitaliste, à partir du moment où tu travailles et que tu prends part à la vie économique d'un pays, ça participe à l'intégration. C'est clair et net, quoi. Et oui, ils sont en mode genre, non, on va leur mettre des bâtons dans les roues, comme ça ils seront précaires, et puis à la fin, ça sera des migrants qui dorment dehors dans des tentes au lieu qu'ils puissent bosser, quoi. Et après, ça se plaint. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Il y a un côté hyper cynique et même quasiment machiavélique, quoi. C'est-à-dire que plein de gens qui pourraient avoir un statut de réfugié pourraient être beaucoup plus intégrés qu'ils le sont s'il y avait des politiques publiques qui allaient dans ce sens. On les laisse tomber exprès. La droite fait exprès de les précariser, de les mettre dans des situations administratives extrêmement complexes pour après pouvoir dire « Regardez, on ne peut pas intégrer les migrants, il faut couper les vannes de l'immigration. » quoi. Tout ça pour, encore une fois, quand on parle de la droite et de l'extrême droite, tout ça s'inscrit dans un projet raciste et nationaliste, quoi. Donc c'est... Quand tu vois un peu la douille, là, et que tu la vois dans le détail, et que tu relis ça à juste la politique dans les grandes lignes que veulent appliquer la droite et l'extrême droite, nationaliste, anti-immigration et raciste, tout ça est vraiment profondément inhumain et profondément à vomir, quoi. Ce sont alors souvent les associations de défense et d'accompagnement des étrangers en situation irrégulière ou régulière
par exemple la CIMAD, qui tente Ok, voilà, il y d'aider... a la CIMAD. Je sais qu'il y a Utopia 56 sur Paris qui fait du très bon taf par rapport à ça, qui est très politique aussi. Et moi, du coup, en aide juridique aux migrants et aux demandeurs d'asile et de réfugiés, là, moi, je connaissais le BAM, B-A-A-M, où j'avais un pote qui bossait dedans. Donc, il y a... Voilà. Mais encore une fois, c'est des gens qui font ça sur leur temps libre, dans le milieu associatif, pour beaucoup sans être payés sur la base du volontariat. Et voilà, quoi. Pour contrecarrer les manigances de l'État directement, qui devrait gérer ça lui-même, quoi. Ah là là, c'est là que tu vois que on va dire l'auto-organisation, l'investissement dans le milieu associatif et militant, c'est ultra important et que derrière, à la fin, ça sauve des vies littéralement, quoi. avec des moyens humains trop limités, les usagers dans leur démarche avec la préfecture. En réalité, loin de se limiter à l'ANEF, ce vaste système déshumanisant commence dès la production de la loi et les discours qui l'accompagnent, en restreignant toujours Gérald Darmanin et Sabrina Agresti-Roubache, qui était son bras droit à un moment donné pendant ce gouvernement. Donc c'était le gouvernement Attal ou Borne 2, je me souviens plus. C'était avant la dissolution. C'était quoi, en 2023? Ça, c'était fin 2023, si j'ai pas de bêtises, au moment de la fameuse loi Asile-Immigration, qui est devenue juste loi Immigration, quoi. Et donc Gérald Darmanin et Sabrina Agresti-Roubache, ils ont vraiment porté ça, etc., avec une politique très anti-migrante. Et cette fameuse vision ultra-utilitariste d'un migrant n'est accepté sur le territoire français que celui qui vient faire les métiers que les Français veulent pas faire. C'était vraiment ça, la philosophie de leur loi, et c'était absolument dégueulasse, quoi. Absolument dégueulasse. plus les conditions d'accès à un titre de séjour et en faisant de l'exception la norme. En plus des effets... Et d'ailleurs, en plus, ces deux-là, Gérald Darmanin et Sabrina Agresti-Roubache, sont des descendants d'immigrés et qu'on ait cette espèce de profil de « Bah moi, je suis descendant d'immigrés, j'ai pas foutu le bordel en France, j'ai fait une belle carrière, donc là, les migrants qui viennent foutre le bordel, allez vous faire enculer !» Il y a vraiment cet aspect-là, hein. Même Bardella a un profil un peu comme ça. Vous les voyez, ce genre de profil, quoi, des immigrés de deuxième, troisième génération qui du coup chient sur les derniers arrivés en forçant le côté vive la France, vive la France, vive la France, parce que eux ils ont pu s'intégrer et s'intégrer beaucoup plus que la moyenne et avoir des belles carrières. Tout ça est odieux, quoi. Tout ça est odieux et ça montre à quel point la société, le monde dans lequel on vit, il est atroce, quoi. Il est atroce. Je me suis tellement bien intégré que je suis devenu xénophobe. Ouais, il y a ce côté-là, Et après, moi, c'est parfois même quasiment des profils où j'ai pas de la peine pour eux, parce que quelqu'un comme Darmanin, c'est une immense raclure, j'ai pas de la peine pour lui. Mais je veux dire, le phénomène qu'il y a derrière, à des immigrés de deuxième génération qui, au final, deviennent racistes parce qu'ils sont en mode, moi, j'ai eu ma place et les autres, ça dégage parce que ils sont moins bien intégrés que moi. Tout ça participe d'un mouvement et d'un truc que moi, je trouve ça lamentable, mais je trouve ça triste, en fait. Je trouve ça vraiment triste, quoi. D'avoir des enfants d'immigrés qui, du coup, sont racistes parce qu'ils se disent, moi, j'ai eu ma place et eux, ils l'auront pas. C'est moche, quoi. Ouais, comme les latinos qui votent Trump, il y a plein de trucs, quoi. Et même pour aller encore un peu plus loin, quand tu prends un Zemmour, c'est vraiment ça, quoi. Quand tu vois le rapport qu'il a eu à la France de par son histoire familiale et de ses origines, Zemmour, c'est un juif algérien, quoi. Les affects que t'as quand t'es un juif algérien français, c'est-à-dire que ta famille, elle a vécu en Algérie pendant 300 ans. Après, il y a eu le décret Crémieux, on t'a mis la nationalité française. Après, il y a eu la guerre d'Algérie, t'as été rapatrié en France. Il y a un truc en termes d'affect, c'est un truc de zinzin. Et du coup, lui, son rapport à la France, à l'intégration, à l'assimilation, ça fait qu'il a totalement vrillé. Et ça donne un juif algérien pétainiste par nationalisme français. Mais quand tu regardes un peu l'histoire qu'il y a derrière ça, les affects qui ont ce genre de profil, je trouve tout ça moche et je trouve tout ça à pleurer en réalité, quoi. Et je dis pas ça pour défendre Zemmour, qu'il aille bien se faire enculer, évidemment. 300 ans, 3000 ans, tu veux dire? Non, je sais pas, je dis 300 ans au pif, quoi. Je sais pas exactement, quoi. Mais quand tu regardes la chute de Grenade 1492, où les Arabes partent d'Espagne pour vraiment rester au Maghreb, et que du coup, il y a plein de juifs séfarades espagnols qui vivent en espagnol, qui ont été littéralement chassés par antisémitisme de l'Espagne et qui ont été se réfugier dans les pays du Maghreb. Bon, on va dire 500 ans déjà, ça me paraît bien. Bref. Peu importe. Oui, mais Darmanin, contrairement à des Dati ou des Zemmour, par exemple, il n'a jamais vécu la racisation. C'est vrai. C'est uniquement instrumentalisé dans son cas. Tout à fait. Mais je veux dire, tout ça participe d'un espèce de même mouvement. Quand tu vois ça, t'es en mode genre, comment le racisme et comment le nationalisme, même peut-être encore plus que le racisme, détruit l'humanité, quoi. Voilà. que nous avons C'est ça qu'on peut voir derrière, quoi. C'est que des gens qui devraient être alliés et se battre pour les mêmes choses, par nationalisme et de la manière dont ils ont été instrumentalisés comme des variables d'ajustement par des projets nationalistes et suprémacistes blancs, low-key suprémacistes blancs, se retrouvent à devenir les pires crapules, alors que logiquement, en tant que descendant d'immigrés, en tant que fils d'immigrés, parfois, ils devraient prendre la défense des immigrés actuels, et que tout ça, derrière tout ça, c'est le poison nationaliste qu'il y a derrière. Tout ça, moi, je trouve ça horrible. De toute façon, le nationalisme, c'est la guerre, comme disait un certain François Mitterrand. Et c'est des bourgeois aussi. Tout à fait. Précédemment, il faut bien voir que la répression et la criminalisation... Les juifs d'Espagne venaient du Maghreb, mais quand on dit juifs séfarades, historiquement, les juifs séfarades, c'était les juifs de la péninsule ibérique, c'était les juifs espagnols, sauf qu'après, ils sont tous fait jarter ultra violemment en Espagne, et donc, du coup, ils ont vécu au Maghreb. Donc pour beaucoup, quand c'est des juifs séfarades, c'est hispano-maghrébin, mais ça fait au moins 500 ans que c'était des juifs qui vivaient au Maghreb. Donc c'est pour ça que par abus de langage, parfois, les juifs séfarades, souvent c'est les juifs d'Afrique du Nord. Mais en réalité, historiquement, séfarade, c'est plus la péninsule ibérique. Et Sharp, qui vient d'arriver sur le chat pile quand ça parle de ça, vous en parlerez.
Mieux que moi. Alors oui, il a raison. Voilà. Merci Écharpe. Merci Écharpe. Je parlais des affects des juifs algériens qui se sont fait grailler le cerveau par l'assimilation française et le suprémacisme blanc en parlant de Zemmour, quoi. Ça, c'est des sujets très très intéressants et assez compliqués. Et là, voilà, j'irai pas plus loin là-dessus parce qu'on va finir la vidéo, mais c'est des sujets de zinzin, quoi. C'est des sujets de ouf. Voir le truc affect, identité, nationalisme, à quel point ça peut faire vriller des gens. C'est rude, hein. C'est rude tout ça. Mais c'est des sujets hyper intéressants, mais il faut en parler en sachant un peu de quoi on parle et faire un petit peu gaffe aussi avec ça, quoi. Voilà. Après, on appelle aussi séfarades des ibériques, comme des amazighs. Il y a eu une fusion en 3 siècles. Oui, voilà, c'est ça. Mais historiquement, séfarades, c'est plus la péninsule arabique. Bon, bref, tout ça, c'est un peu du détail. Tout ça pour dire que Zemmour va te faire foutre, mais ses affects de juifs algériens et son rapport au nationalisme français, tout ça sort pas de nulle part. Ce profil ne sort pas de nulle part. Et quel est le vrai responsable en réalité? C'est le nationalisme français, le suprémacisme blanc et l'impérialisme européen. Voilà. Drop the mic. Mais Nick Zemmour par ailleurs, évidemment. Merci Mufosaur, merci pour ton raid, merci beaucoup. Xénophobe et raciste des étrangers sans papier rend encore plus difficile l'accès aux droits. Dans de nombreux cas, des migrants sans papier, qu'ils en aient eu auparavant ou pas, préfèrent ne pas prendre le risque de déposer un dossier de demande de séjour ou Oui, c'est Napoléon le fautif, t'as raison, Écharpe. C'est pas que lui, c'est pas que Napoléon, mais c'est entre autres Napoléon, c'est vrai, tout à fait. Sans papier, qu'ils en aient eu auparavant ou pas, préfèrent ne pas prendre le risque de déposer un dossier de demande de séjour ou d'asile, sous peine qu'un éventuel refus soit accompagné d'une OQTF. Dans ce cas, c'est la traque policière, puis la reconduction à la frontière ou l'enfermement en centre de rétention administratif, avec potentiellement une interdiction de retour en France. Oui, et les CRA, c'est à pleurer cette histoire, les centres de rétention administratif. Donc je vous conseille la vidéo, je vais aller la chercher. C'était Lumi pour Off Investigation qu'il avait fait. Très très bonne vidéo. Faut avoir le cœur un peu accroché parce qu'il y a des moments c'est terrible. Il y a des images terribles où tu vois des pauvres personnes exilées sans papier qui sont là dans des CRA à hurler en mode genre non je préfère tuer-moi plutôt que de me foutre dans un avion et tout. Enfin t'as des images qui sont rudes. Et il y a une particularité dans les centres de rétention administrative, c'est que c'est un lieu de privation de liberté considéré officiellement et en tant que tel par la France comme un lieu de privation de liberté, exactement comme une prison. D'ailleurs les députés ont le droit d'aller visiter à n'importe quel moment ces lieux de privation de liberté. C'est le cas pour les gardes à vue dans les commissariats. C'est le cas, oui, un truc Sonic Jazz Fusion. C'est le cas aussi pour les prisons, évidemment, mais c'est le cas aussi pour les centres de rétention administrative. Mais à la différence des cellules de garde à vue et des prisons, il y a des familles et des enfants dans des centres de rétention administrative avec des incarcérations sans jugement qui souvent n'ont aucun lien avec un délit. C'est juste en situation régulière, et ben on te fout en CRA avant de te renvoyer chez toi. Et du coup, tu as des images terribles où tu vois des barbelés de petites prisons avec derrière des jeux pour enfants dans la cour. Et quand tu vois ça, ça donne envie de chialer, quoi. Ça donne vraiment envie de chialer. Donc la vidéo de Off Investigation, elle était excellente. Mais dur à regarder. Je sais que quand on avait fait le réact tous ensemble, là, il y avait plein de témoignages sur le chat en plus. C'était en mode genre, ouf, oh waouh, c'est dur, quoi. C'était vraiment dur à regarder, mais moi je vous la conseille si vous voulez voir un peu ce que c'est qu'un CRA. L'horreur et l'inhumanité du truc. Voilà, c'est la vidéo jusque-là. Bonjour et bien. De Lumi, qui fait du super montage pour Off Investigation. Je sais pas si elle le fait cette année. Elle a d'autres projets, je sais pas trop si elle a continué avec Off. Mais en tout cas, cette vidéo est vraiment bien. Assez dur à regarder. Mais voilà, si vous voulez voir ce que c'est qu'un CRA, allez regarder ça. C'est à pleurer. C'est à vomir et à pleurer, quoi. Et voilà, cette vidéo-là, on s'est beaucoup penché sur la douille administrative pour fabriquer finalement des OQTF, fabriquer des sans-papiers, fabriquer des personnes en situation irrégulière alors qu'elles auraient dû être régularisées selon le droit français normalement. Et ben pour beaucoup, à la fin de ce chemin-là, de ces parcours de vie, ça peut être enfermé dans un CRA, dans une espèce de prison qui ne dit pas son nom, sur la base de aucun délit, aucune condamnation, avec ses propres enfants, en lieu de privation de liberté. C'est inhumain, c'est le mot, je crois. Bref, tout est fait pour décourager le séjour, et la priorité des préfectures est orientée vers l'expulsion des étrangers plutôt que vers l'examen des demandes de régularisation. Toutes ces politiques de restriction de l'accès à la régularisation et de répression sont justifiées par leurs défenseurs xénophobes comme des moyens de décourager les migrants de partir de leur pays d'origine pour rejoindre la France. Voilà, c'est ça, c'est la même logique que si on baisse les aides, ils vont arrêter de venir. Les migrants font du benchmarking de pays. C'était Gérard Collomb qui avait dit ça. Repose en paix. Petit ange parti trop tard. Gérard Collomb, il avait dit ça. Il avait dit, vous savez qui fait du benchmarking aussi? Les migrants. Ils regardent qu'en France, il y a plein d'aides. Donc ils viennent. Et les droitards, ils parlent d'appel d'air. Parfois, il y a un appel d'air de la France et les migrants veulent tous venir en France pour profiter de nos délicieuses aides. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils foutent des bâtons dans les roues à des personnes qui devraient avoir le droit à certains statuts et qui administrativement leur mettent des bâtons dans les roues, quoi. C'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse, quoi.
Les aides qu'ils veulent supprimer d'ailleurs. Et oui, et oui. Et puis si les migrants veulent tant venir pour les aides français parce qu'on est un pays socialiste, pourquoi il y a autant de migrants à Calais qui risquent leur vie et qui partent sur des bateaux pneumatiques traverser la Manche pour totalement aller en Angleterre, qui est dans un pays nettement plus libéral que le nôtre où il y a beaucoup moins d'aides? Bizarre, peut-être parce qu'ils peuvent se faire exploiter dans une forme d'esclavagisme moderne là-bas, et avec le droit du travail français, c'est un peu plus compliqué. Choisissez à un moment donné, choisissez les racistes. Soit les Français ils viennent pour les aides, soit les Français ils veulent traverser la Manche pour aller en Angleterre pour tenter de se faire exploiter parce qu'il y a beaucoup de moins de droits du travail là-bas et beaucoup moins d'aides. Choisissez, arrêtez d'être incohérents. Et dites-le réellement. Votre problème, c'est que vous êtes des putains de racelards et vous voulez pas trop de noirs et d'arabes en France parce que vous trouvez que c'est pas ça la France. Dites-le franchement, parce que normalement toute cette hypocrisie ça commence à bien faire. Nous, on n'est pas hypocrite ici. Quand il faut dire des termes, on les dit. Il y a aucun souci. Quand vous dites le monsieur ribot dans la sauce, vous êtes une racleur communiste ou quoi là, espèce de sale rouge? Bah oui, ça va à la fin. Arrêtez d'avancer masqué, c'est insupportable. Bref. Qui relève du fantasme, tout simplement parce que la migration est un choix contraint. Alors que les citoyens français eux-mêmes sont très mal informés sur la réalité vécue par les étrangers sans papier et nourrissent tout un tas de fantasmes, comment penser que des étrangers à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres se tiennent au courant des lois immigration, décrets et circulaires qui se multiplient chaque année? Pour beaucoup déjà ils se sont dit oula, est-ce que je vais réussir à traverser la Méditerranée sans me faire tuer? Est-ce que ma famille va se faire enlever quoi? Je pense que c'est un peu plus des considérations comme ça pour beaucoup d'exilés que de se dire alors on va regarder très précisément les procédures administratives françaises. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries genre? Alors qu'en démographie, on apprend que les routes migratoires, elles sont pas dues aux aides ou quoi, mais plutôt à un effet boule de neige. Une route grossit toujours, puisque les migrants prennent toujours les routes qui leur semblent les plus utilisées. Ouais, voilà, c'est ça, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec du benchmarking migratoire de je sais pas quoi, là. Et d'ailleurs, en vérité, c'est aussi parce que le droit du travail est différent et c'est plus facile de se faire exploiter en tant que sans-papier et quasiment esclavagisé dans un pays comme l'Angleterre qu'en France, mais c'est aussi qu'il y a des routes migratoires qui vont jusqu'en Angleterre parce qu'il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de migrants qui veulent aller en Angleterre pour retrouver des gens qui connaissent sur place aussi, quoi. Donc c'est aussi ça, quoi. C'est aussi ça. Ah, il n'y a plus la ME, je viens plus. Non mais voilà, personne, aucun migrant, aucun exilé n'a jamais dit ça dans l'histoire de l'humanité. Voilà, que ça soit clair. Hein. Une chose est sûre, par contre. Et pareil, quand on regarde où est-ce qu'il y a le plus de migrants, de réfugiés, c'est même pas dans des pays d'Europe. Je crois que c'est en Turquie, il y a des espèces de camps de migrants avec 1 million de réfugiés qui fuient la guerre et tout, quoi. Donc en vrai, quand on regarde vraiment les routes migratoires, je veux dire, elles finissent pas toutes en Europe en réalité. Loin de là, loin s'en faut. Donc faut arrêter avec ces conneries, quoi. Ces politiques ont des effets bien réels pour les étrangers sans papier qui sont déjà présents sur le territoire et espèrent y vivre, en leur faisant vivre des situations d'humiliation et de violence sociale constantes. Lorsque les conditions de régularisation se durcissent, les étrangers qui la demandent et qui les pays frontaliers des guerres, ils accueillent bien plus de réfugiés et de migrants. Alors souvent dans des conditions qui sont atroces, parfois dans des espèces de grands camps. Voilà, c'est pas souhaitable. C'est pas en mode prenons exemple forcément sur ces pays-là. C'est pas ça que je dis. Mais je veux dire, de fait, le pays où il y a le plus de migrants, de réfugiés, vous appelez ça comme vous voulez, c'est les pays frontaliers des guerres, ouais, de fou. Hein. Bonjour, je suis étudiant étranger. Je suis en pleine procédure pour avoir le titre de séjour demandeur d'emploi plus salarié. J'ai décroché un CDI suite à mes 5 ans d'études. 6 mois de recherche bien humiliante, mais ce n'est pas le sujet. Ok, bah déjà, le fait d'avoir un CDI, je pense, c'est rassurant, j'imagine. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois que j'entame une démarche de renouvellement de titre de séjour, j'ai la boule au ventre, car toute ma vie et les sacrifices de ma famille pour que je sois là dépendent de la réponse et des délais de réponse. Eh ben, merci pour ton témoignage, Anas. Voilà, c'est ce que je disais. À chaque fois qu'on parle de ce genre de sujet-là, il y a toujours des témoignages de gens qui sont soit directement concernés, soit qui ont un très très proche, famille ou amis très proches qui sont concernés, quoi. Donc là, voilà, c'est ça, quoi. Je veux dire, 5 ans d'études, CDI, normalement, quelqu'un qui a ton profil, bon, bah, l'administration française devrait dire, ah bah voilà, très bien, tu as l'air parfaitement intégré. Et en fait, non. Même toi qui as un profil où, je veux dire, t'as un CDI, quoi. Avoir un CDI après 5 ans d'études, c'est pas tout le monde qui a ça en France, quoi. Loin de là. Et même toi, t'as encore la boule au ventre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Ah là là, bah force à toi en tout cas. Force à toi. J'espère que malgré cette boule au ventre et ce côté humiliant et tout ce que tu as traversé, j'espère que les choses se mettent en place et que ton CDI t'aide aussi par rapport à tout ça, quoi. Force à toi. Et force à tous ceux qui sont dans des situations analogues dans le chat, évidemment. Évidemment. Et merci pour le sub offert à Anas, du coup. Attention à la mousse, voilà. Force à toi, du coup. T'as gagné un sub, tu peux utiliser les émotes. Voilà. Même après 8 ans, sa mère Tu parles de... Ah non, j'ai mal lu Onibaku. Même après 8 ans. Ouais, voilà, même après... Attends. Non, tu répondais à Anas. Même après 8 ans, sa mère la pute. Bon, c'est dit un peu vulgairement, mais oui, voilà, c'est ça. T'as des trucs où, genre, c'est pas une histoire de oh là là, regardez, cet immigré clandestin ne va pas s'intégrer à la France. Ça n'a rien à voir, tout ça, c'est des conneries. Genre, tout le monde est mis dans le même panier de l'humiliation et de la politique anti-migratoire, quoi. C'est atroce. Traverser, par exemple, la Méditerranée, ne vont pas pour autant prendre l'avion et rentrer chez eux ou repartir sur un canot de fortune faire le trajet inverse.
Les mêmes acteurs politiques et médiatiques s'étonnent ensuite des situations de violence pour soi et pour autrui qui peuvent résulter de la souffrance psychique vécue par les étrangers sans papier et de l'absence de prise en charge des traumatismes éventuellement générés par le parcours de migration. Bah oui, mais ça c'est un truc les droitards, ils créent des conséquences, ils créent des causes et après ils prétendent lutter contre les conséquences quoi. Genre on va baisser tous les budgets publics. Du coup, l'aide sociale à l'enfance, ils ont plus une thune, ça crée plein de gens qui ont des parcours extrêmement compliqués, des vies brisées par le fait que ça soit des orphelins, on peut quasiment appeler ça comme ça, dans des familles placées où ils sont battus, qui ont des vies absolument horribles et atroces. Et quand tu regardes, il y a une surreprésentation des personnes sans abri parmi les gens qui étaient à l'aide sociale à l'enfance. Et tout ça, c'est qu'il y a des politiques publiques derrière, d'économie, de réduction de dépenses budgétaires qui créent en fait de la misère à échelle industrielle. Et derrière toute cette misère et ces personnes qui ont des parcours brisés, après, ça crée de la délinquance, des vies qui sont compliquées, des violences, etc., etc. Et je veux dire, ils créent les causes et après prétendent combattre les conséquences alors qu'ils en ont rien à foutre en réalité, quoi. Ça, c'est un des trucs qui est le pire. Bah oui, il y a des personnes exilées en France qui pètent des câbles totalement et qui après font des violences dans la rue. Mais vous avez vu comment ils sont traités? Vous feriez comment, vous, à leur place? Vous feriez comment à leur place? Vous feriez quoi? Vous êtes au courant? Vous savez pas? Fermez vos gueules au bout d'un moment, quoi. Alors, leur solution, c'est couper les vannes de l'immigration. Donc, ça veut dire quoi? Laisser des gens se noyer dans la Méditerranée. Si on est honnête, vous préférez plutôt qu'il y ait des gens maltraités par l'État français, pour des raisons que cette vidéo explique très très bien d'ailleurs, vous préférez que des gens soient maltraités par l'État français, meurent dans la Méditerranée, plutôt que pètent des câbles sur votre petit territoire français sacré. Allez vous faire enculer ou non, moment, c'est atroce, tout ça est profondément, je le redis, inhumain. S'il y a un mot pour parler de tout ça, c'est l'inhumanité. Voilà. Ils chérissent les causes. C'est l'État qui gère les budgets de la SE. Bah, de toute façon, c'est la politique budgétaire qui va totalement déterminer les budgets de 2-3 trucs. Et la SE, c'est des dépenses publiques. Donc oui. Il y a toujours des politiques publiques vers des baisses de budget dans des trucs comme l'aide sociale à l'enfance. Évidemment. Et c'est pour ça que les discussions budgétaires sur l'austérité, là, la trahison du PS, tout ce dont on parle depuis des mois et des années, c'est ultra important. Parce que du budget adopté à l'Assemblée nationale pour la France découlera ce genre de conséquences. Tu baisses la dépense publique, tu as des acteurs de la culture dans les collectivités territoriales qui perdent leur taf, qui peuvent plus faire ça. Tu baisses des budgets dans les remboursements de soins, il y a des gens qui meurent. Tu baisses des budgets sur tout un tas de trucs de dépenses publiques, c'est l'aide sociale à l'enfance, les budgets alloués pour l'intégration des personnes, des demandeurs d'asile. C'est des conséquences comme ça à la fin. C'est des conséquences qui, sur les personnes les plus précaires sur le territoire français, et évidemment que les personnes qui n'ont pas les papiers sur le territoire français sont parmi les plus précarisées, qui sont tout en bas de l'échelle sociale, c'est eux qui trinquent directement pour des baisses de dépenses publiques, pour faire plaisir au FMI et au marché financier. Derrière, il y a de la mort et de la précarité. Et tout ça peut aboutir aussi à des formes de violence derrière, quoi. C'est pour ça que quand on parle de budget, c'est ultra important. Ça va structurer tout le reste de la politique de la nation et des services publics. Et c'est pour ça que le PS qui dit « Oui, mais regardez, on a suspendu la réforme des retraites, victoire !» Si votre budget à côté, c'est 30 milliards d'économies sur de la dépense publique, il y aura des morts à la fin, il y aura du sang. Donc il faut dire, ce budget, il dégage, c'est pas pour ça qu'on se bat. Et c'est pour ça que le PS qui se fait l'assurance vie de la Macronie pour une mesure qui est finalement symbolique, la suspension de la réforme des retraites, vous êtes des enflures. Vous êtes des enflures. Voilà. Je sais pas si c'était là, gros bignol, mais ça pourrait peut-être faire un bon TikTok, tout ça. Voilà. Il déplore les effets, non pas par ignorance, évidemment, mais par volonté de toujours maintenir vivant dans le débat public le fameux problème des sans-papiers. Tu as un petit timecode, je sais pas si ça fera un bon TikTok, mais n'hésite pas à noter le timecode. Voilà. Près de toutes pièces, afin de faciliter la diffusion des discours et des affects racistes, de rediriger la colère sociale vers les immigrés et de permettre l'exploitation des sans-papiers dans l'économie capitaliste informelle. Et oui, parce qu'il y a ça aussi. Face au rouleau... Plus tu as une main-d'œuvre précaire à disposition, plus elle peut se faire exploiter de manière sauvage, quoi. Il y a une bonne illustration de ça, c'est ce gros blaireau de Grégoire de Fournas, vigneron en Aquitaine, qui a un château familial. Vous l'avez peut-être connu, c'est le mec qui avait dit qu'il retourne en Afrique à l'Assemblée nationale, qui avait fait cette immense polémique. Grégoire de Fournas, et bah lui, il exploite des travailleurs sans papier africains qui dorment dans des tentes dans son vignoble familial. En fait, il est bien content d'être le plus raciste possible. Comme ça, les personnes en situation régulière en France qui sont encore plus précarisées acceptent un travail à n'importe quel prix parce qu'ils sont tout en bas de l'échelle sociale. Et pour lui, ça fait de la manœuvre pas chère pour aller vendre ses bouteilles de vin de con. Dans le Médoc, au nord de Bordeaux, ouais, voilà, c'est ça. Et donc, il y a ça aussi, le cynisme de la part de ces gens-là. Des vies humaines, pour eux, sont des variables d'ajustement et semer la mort et la destruction, si ça leur permet de faire des économies et de réduire leurs frais en tant que petit entrepreneur, et ils le font, quoi. C'est odieux, tout simplement. Compresseurs politiques, administratifs et policiers. Ah, ça, je connais cette musique pour le coup, c'est la musique de l'eau dans Super Mario 64, un grand classique. Pourrait être tenté par le découragement, d'autant que les partis politiques de la gauche électorale ont une défense des sans-papiers très limitée ou conditionnée à ceux qui travaillent. Oui. Pourtant,
Des associations continuent à lutter au quotidien pour l'égalité des droits et tendre vers la liberté de circulation et d'installation en France, tout en défendant au quotidien les droits des étrangers dans leur permanence. Les organisations et les collectifs de travailleurs sans papier qui vont dans les manifs avec des grosses banderoles comme ça, alors que c'est des gens qui n'ont pas la nationalité française et qui se battent pour les gens comme eux et tous les autres qui n'ont pas la nationalité française. Je veux dire, le courage qu'il faut pour faire ça. Si vous avez déjà fait des manifs où c'était un peu musclé avec la répression policière, déjà juste en tant que petit blanc qui a la nationalité française bien tranquille et qui est là en mode genre taxer les riches, des fois tu serres un peu des fesses parce que tu as ça de te prendre un coup de matraque. Eux là, ils peuvent se finir en garde à vue et sous OQTF le lendemain et finir dans un centre de rétention administratif ou ce genre de choses. Enfin genre le courage qu'il faut pour faire ça. Je veux dire, quand on voit ce que c'est que la répression policière dans le cadre des manifestations, genre vraiment force à eux, trop chaud quoi, trop chaud. C'est le cas de l'ACIMAD, initialement fondé par des protestants en 1939 pour aider les prisonniers des camps, puis reconverti dans la défense de la dignité et des droits de chacun. Parmi ses revendications politiques, l'ACIMAD défend dans l'immédiat la régularisation large et durable de toutes les personnes étrangères présentes en France au travers d'une refonte de la politique de séjour pour remplacer les innombrables titres de séjour par un titre unique et stable autorisant à travailler. Elle revendique aussi l'harmonisation et la simplification des procédures d'accès aux droits, ainsi que l'égalité des droits pour toutes et tous en matière d'accès au travail et à la protection sociale. Par bien des aspects, ces mesures qui semblent inimaginables au vu du climat politique en France permettraient de dénouer bien des problèmes de marginalité et de violence sociale et de tout ce qui peut en découler. Mais on n'en est pas là. Ça me fait penser au sujet de... les trucs de... comment ça s'appelle ? C'est quoi le terme ? Des centres d'accueil de réfugiés, je crois que c'est ça le terme, dans les campagnes là, où t'as des espèces de grandes levées de boucliers en Vendée avec des gros raslards qui sont en mode genre on veut pas de migrants dans nos campagnes en fait, ils vont foutre le bordel. Alors que justement, quand il y a cette espèce de vivre ensemble qui existe très peu dans la ruralité, qui existe, et bah parfois il y a des gros raslards du village. Au début ils sont en mode genre ah non on veut pas de ça chez nous, et puis au bout d'un an ils sont en mode bah en fait il y a pas de souci, ça pose pas de souci quoi. Et donc parfois ce contre quoi les droitards luttent est en fait la solution. La solution pour dégrossir la situation, quoi. Et là, ça se voit sur les trucs de migration, mais sur les trucs de centres d'accueil de réfugiés en ruralité, c'est le même problème, en fait. C'est des gens qui sont en mode genre, non, on veut pas de ça chez nous, et puis quand il y a de ça chez eux, ils se rendent compte que c'est pas un souci, et en fait, ça les déradicalise, quoi. Et donc, c'est ce truc de serpent qui mord la queue. Comment on fait pour dégrossir ce problème qui s'auto-alimente lui-même, quoi. C'est chaud. C'est très chaud. Là. Et en attendant, il faut poursuivre le combat pour faire entendre la voix des personnes étrangères en France, faire valoir leur dignité et leur individualité, tout en combattant sans relâche les présupposés xénophobes des gouvernements successifs et les dispositifs sur lesquels ils aboutissent. Alors ça c'est clair, hein. Dans tous les cas, conclusion, la lutte continue. C'est pas le combat politique qu'on pourra faire évoluer la situation et pas autrement. Mais je veux dire, quand tu regardes qui y a en face là, les Retailleau et compagnie appuyés par les médias dominants full racistes, c'est compliqué, mais on lâche rien, n'est-ce pas? C'est fini. Bon encore un banger de Guillaume Florence, hein. Trop bien. Alors après il y a tout le milieu de la vidéo, c'était assez technique, sur l'administratif c'était intéressant. Mais moi, ça fait toujours ça quand je réacte à ces vidéos. C'est toujours des discussions très intéressantes avec le chat, d'assez haut niveau parfois, en réalité. Mais après, il y a toujours un moment dans la vidéo où c'est très technique. Et moi, en tant que streamer React, à part regarder et dire bon, bah ok, j'ai pas grand chose à dire parce que ça va assez dans la technique. Mais du coup, bah voilà, quoi. C'est des vidéos qui prennent de la hauteur, qui sont sérieuses, travaillées et qui donnent plein d'outils pour après se défendre et avoir un discours par rapport à tous ces sujets-là. Donc, je vous remets le lien de la vidéo dans le chat. Allez vous abonner à Guillaume Florent si vous le connaissez pas. C'est pas un si gros streamer, hein. YouTuber, il a 8280 abonnés. Là, la vidéo a fait 10 000 vues en 3 jours. Remarque, je crois que c'est pas trop mal, hein, pour une chaîne de cette taille. Mais en tout cas, allez lui donner de la force parce qu'il fait du super bon travail. Puis en plus, moi, je le connais un petit peu IRL, là. Et il est très cool, quoi. Voilà. Bon, bah sur ce, c'était plus ou moins la conclusion, hein. Je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Donc voilà, là je fais pour la petite VOD YouTube. Ceux qui regardent sur YouTube, voilà, n'hésitez pas à sub à cette chaîne-là, mais n'hésitez pas aussi à sub à la chaîne de Guillaume Florence pour lui donner de la force parce qu'il fait du très bon travail. Et en attendant, fuck les racistes et nique l'État français. Woup woup.